Oui, alors bonjour et bonsoir selon l'endroit où est-ce que vous vous situez présentement là, pour notre petit webinaire qui s'adresse un petit peu aux gens qui ont donc fait déjà des pratiques, quelles qu'elles soient, avec la pleine conscience intuitive. Puis il y a des questions qui m'ont été posées par des gens qui ne pouvaient pas être présents et qui m'ont fait part de leur questionnement sur la pratique. Alors évidemment, vous êtes là, donc si vous avez des questions, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez les poser soit dans le chat ou bien directement en me faisant un signe là, que vous voulez me poser une question. Moi, je pensais prendre dans un premier temps le temps de répondre aux questions qui m'ont été posées, puis ça va donner la chance à chacun de pouvoir me faire part de leur questionnement progressivement à mesure que le webinaire va avancer, va progresser. Si ça vous dit, on pourrait faire ça comme ça. Donc, il y a trois questions qui m'ont été posées. Je vais essayer donc d'y répondre. Je pense que c'est des questions qui peuvent intéresser tout le monde. La première question, c'est une personne qui me faisait part d'un questionnement un petit peu, me faisait part de quelque chose qui m'a surpris en fait et qui était intéressant en même temps parce que je ne connaissais pas cette façon de voir les choses-là. C'est qu'elle me parlait d'une personne que je ne pourrais pas vous nommer, qui fait une pratique bouddhiste que je ne m'appelle même plus le nom, ce qui n'est pas très important parce que finalement, le plus important, c'est de vous parler de la question. Et ce qu'elle me disait, cette personne-là, c'est qu'elle avait, donc, cette personne-là lui disait qu'il fallait donc se protéger de nos sens. Parce que nos sens, finalement, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, tous les sens, finalement, qui nous permettent d'appréhender la réalité terrestre, ben, ce qu'elle racontait, c'est qu'il fallait faire attention à l'utilisation de ces sens-là, puisqu'évidemment, c'était des portes d'entrée pour toutes sortes de choses, pour toutes sortes de pollutions, à quelque part, sur des entités ou je ne sais quoi, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle, ce qu'elle propose, c'est un enseignement dans lequel on bloque finalement tous nos sens, puis notre antenne que moi je propose de développer, ben c'est comme si quelque part elle disait un peu le contraire, elle disait qu'il fallait surtout pas développer cette antenne-là parce que évidemment c'était un risque que cette antenne-là, ben, quelque part, ben, était une porte d'entrée pour finalement se faire manipuler par des sources extérieures, etc. La première chose que ça m'a fait penser, moi, cette façon de voir les choses-là, ça m'a fait penser aux vaccins, aux virus. Parce qu'il y a des virus sur la planète, ben, on va commencer effectivement à prendre des vaccins pour toute occasion, on va se protéger du monde extérieur, on va toujours avoir l'impression finalement que le monde extérieur est un monde de danger, puis il va falloir toujours s'en protéger, toujours éviter quelque part d'être dans une position où on pourrait attraper quelque chose. Et puis c'est vraiment une approche finalement qui met en évidence que le monde extérieur est un monde de danger. Et dans la pratique de la pleine conscience intuitive, évidemment, cette notion d'antenne que moi je propose de développer tout au long de la pratique, elle met en évidence finalement l'idée que la vie, quelque part, n'est pas c'est un univers qui nous permet d'apprivoiser, je dirais ça comme ceci, nos sens pour être capable de nous sortir justement d'un monde dans lequel nous sommes endormis. On pourrait dire ça comme ceci. Le monde dans lequel on est endormi, ben c'est le monde, évidemment, où on ne fait qu'appréhender la réalité terrestre sans reconnaître qu'il y a une réalité parallèle à celle-là. Ça, c'est une première forme d'endormissement. Le deuxième endormissement, c'est qu'à partir du moment qu'on pénètre dans cet univers-là subtil, bien évidemment, nos sens peuvent nous garder dans des formes qui vont nous éloigner finalement de la voie spirituelle. On peut voir ça comme ceci. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux reconnaître finalement que je suis un être finalement qui a une certaine conscience à quelque part d'univers subtil. Et cet univers subtil-là, quelque part, quand je commence à me pénétrer dedans, ben, à quelque part, je pourrais me faire manipuler finalement par toutes sortes d'expressions, à quelque part, qui existent dans cet univers subtil-là. C'est-à-dire que je pourrais me faire manipuler par les énergies subtiles qui sont associées à cet univers subtil-là. Donc, l'idée, ça c'est le deuxième endormissement, c'est-à-dire de prendre à quelque part conscience que dans cet univers subtil-là, il y a des manifestations mémorielles,
des énergies quelque part qui sont informées d'informations associées donc à de l'expérience humaine et que ces expériences humaines-là nous garderaient dans un univers finalement humain qui n'est pas au niveau matériel, qui n'est pas physique, qui n'est pas la matière, mais qui est dans un niveau subtil et qui nous garderait un petit peu prisonniers en quelque sorte de ce que moi j'appelle le monde de la mémoire, c'est-à-dire le monde qui fait qu'on reste prisonnier finalement perpétuellement d'un certain état de conscience et ça ne permet pas d'accéder à quelque chose de plus vaste que soi. Donc, l'idée pour moi donc d'apprivoiser les sens, c'est donc de reconnaître effectivement que l'objectif, c'est de trouver la verticalité. La verticalité, c'est ma capacité à moi de me retrouver dans une position donc, où j'apprends à reconnaître que mes sens peuvent être utilisés pour me libérer donc du monde terrestre, mais me libérer également du monde mémoriel pour accéder à cet univers spirituel-là. Donc, pour moi, cette idée d'antenne, ben, c'est une façon justement d'apprendre à apprivoiser nos énergies pour ne plus finalement vibrer ou raisonner avec des énergies finalement qui vont nous éloigner de notre alignement en fin de compte. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais ça, c'est un peu la première réflexion. Marie, qui nous dit, c'est la présence témoin, le recul pour l'emprise de ses peurs, de les parasites. Ben, la position de témoin, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la position du méditant que j'appelle, moi, la position du témoin. C'est la position, justement, où j'apprends à observer ce qui est. Alors, dans le monde de la réalité terrestre, je peux juger le monde terrestre, je peux dire qu'il est dangereux, je peux dire quelque part qu'il est merveilleux, je peux dire un tas de choses. Mais si je suis dans une position de témoin, j'apprends simplement à l'observer puis à apprendre de celui-ci. J'apprends comment il fonctionne. Quand je rentre dans le monde subtil, la position de témoin me permet de ne pas porter de regard critique envers ce monde-là, subtil, mais d'apprendre au contraire à le connaître en apprenant à apprivoiser, en discutant avec lui, etc. La position est très similaire dans la réalité terrestre que dans la réalité subtile. Le rôle de notre conscience, c'est d'apprendre effectivement à se mettre dans une position de témoin qui va apprendre donc à interagir avec ces univers-là pour finalement ne pas vibrer avec celui-ci. Parce que quand je vibre, ça veut dire que je ne suis pas dans une position de témoin. Quand je résonne avec la peur, par exemple, ben, je ne suis pas dans une position de témoin. Je suis dans une position de résonance. Si je suis capable de prendre une position où je vais pouvoir témoigner du fait que je résonne avec la peur, je retrouve donc une position favorable pour apprendre justement à me libérer de la peur progressivement. Alors, vous voyez que l'identification à la peur ou à une émotion ou à je ne sais quoi, bien évidemment, me fait perdre ma position de témoin, mais ma position de témoin, je peux la retrouver en apprenant justement à observer cette fameuse peur-là, cette fameuse résonance que je vis, apprendre à mieux comprendre comment elle fonctionne, puis progressivement, donc, apprendre à me dégager puis à me libérer. Donc, ça, c'était un peu la première question. Je ne sais pas si j'y réponds adéquatement, mais en tous les cas, si les questions, les commentaires par rapport à ça, ben, vous pouvez m'en faire part. Mais bon, moi, ce que je vous dirais, c'est que oui, il y a Maryse qui veut poser une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je t'entends en tous les cas, oui. Parfait. C'est parce que moi, ça me rejoint un peu ce que la dame t'a parlé, parce que dans le fond, pour faire une imagerie mentale, il faut que tu joignes un écran mental. Ça, c'est comme avoir les yeux bleus ou bruns. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Moi, je ne l'ai pas. Mais c'est le corps astral qui émet ça, l'imagerie mentale. Mais ça peut s'apprendre. Mais c'est sûr que si tu te bats contre ton corps astral ou toutes ces affaires-là qui disent, là, supposément, oui, tu n'as besoin du corps astral pour vivre ta réalité dans le monde. Mais c'est probablement ça qu'elle voulait dire. Tu te bats toujours contre quelque chose qui elle pense qui t'a toujours desservi. Mais à un moment donné, c'est pas vrai, là. Mais ça revient au même à ce que tu dis, tu es témoin de toute façon. Mais moi, ça m'a rejoint dans l'imagerie mentale à cause, c'est sûr que c'est le corps astral qui le donne, ça. Mais tu peux l'avoir par projection aussi, là. Mm-hmm. Dans le cas de la question, c'était le thème de ce que tu dis à quelque part du corps astral. Le corps astral, c'est un concept. Il faut bien comprendre. Tout comme il y a plein de choses qui sont des concepts. Puis il faut faire attention, évidemment, donc avec les concepts, parce que les concepts, finalement, nous font croire quelque part qu'on comprend quelque chose, parce que le concept, on l'a développé ou on a découvert qu'il existait ou je ne sais quoi. Donc l'idée, pour revenir sur la base de la question qui était posée, c'est que cette dame-là, effectivement, elle, ce qu'elle proposait, elle ne disait pas exactement la technique comme telle, mais c'est une façon de se protéger du fait qu'on a des sens, puis que les sens, bien évidemment, nous mettent en liaison avec un univers subtil dans lequel il y aurait des entités, dans lequel, bon, il y a plein d'affaires qui pourraient être là, qui pourraient donc finalement nous happer. Puis moi, ce que je dirais, c'est que par rapport à l'univers maintenant, parce que cette façon de dire les choses comme elle le présentait, la première chose qui m'a fait que j'ai eu comme réaction, je me disais, mais cette personne-là n'a pas la foi.
OK? Parce que quand je dis qu'il n'a pas la foi, parce que je pars du principe, finalement, que cette personne-là, elle part du principe que l'univers subtil, ben, il est un univers subtil dangereux. C'est-à-dire, un univers, il y a des méchants, il y a plein d'entités, il y a plein de choses négatives, il y a plein de choses qui veulent nous happer. Tu sais, c'est vraiment, wow, c'est angoissant quelque part comme façon de voir les choses. Puis finalement, je me suis dit que si on prend le temps de reconnaître un petit peu plus justement la globalité de la chose, c'est que se dire, ben, pourquoi cet univers méchant existe? Mais parce que quelque part, nous-mêmes, en tant qu'être humain, à travers notre développement humain, on a développé une conception du bien et du mal. Et ce bien et du mal-là nous garde prisonniers, effectivement, d'une vision où, à quelque part, il y a des bons. Les bons, c'est souvent les guides, on va les mettre les sages, les anges, puis les méchants, ben, c'est ces énergies sombres, vibratoirement faibles, etc. Alors, cette dualité-là, finalement, je crois qu'elle contribue beaucoup, beaucoup à oublier l'essentiel. L'essentiel, finalement, c'est qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de plus grand que tout ça et qui n'est pas lié à la dualité humaine, parce que la dualité humaine, c'est un peu comme des points de vue. Et moi, je pourrais dire, cette énergie est négative, mais quelqu'un d'autre pourrait me dire, ben moi, je la trouve pas négative parce qu'elle m'a apporté beaucoup, elle m'a fait avancer beaucoup grâce à elle. Donc, vous voyez que le point de vue du bien et du mal est très trompeur. On regarde simplement ce qui se passe avec la Russie présentement. Je veux pas faire de la politique, ne vous en faites pas, mais le regard qu'on porte vers la Russie, l'Ukraine et tout ça, et le monde, hein, c'est une position encore là où on définit c'est qui est bien, c'est qui est méchant, puis c'est qui est bon. Et moi, je suis toujours très sensible à ça parce que je me dis, mais OK, tu dis que lui est méchant, mais pourquoi il est méchant? Puis pourquoi toi, tu es bon? C'est quoi les intérêts de chacun? Et c'est là qu'on commence à comprendre la mécanique humaine. La mécanique humaine, finalement, c'est que qu'est-ce qu'on juge qu'est-ce qu'on juge qui est bon, puis qu'est-ce qu'on juge qui est mal? C'est souvent parce que, effectivement, ces éléments-là ne sont pas en accord avec les valeurs que l'on porte ou avec la vision que l'on a, qui est une vision qui peut être conquérante, qui peut vouloir finalement dominer quelque part les autres, puis les autres, ben effectivement, ils vont peut-être pas se laisser faire non plus. Donc, il faut toujours rester un peu plus dans la subtilité des choses par rapport à ça. Et cette question-là, bien évidemment, amène cette notion du bien et du mal. Puis moi, je pense que la démarche humaine et spirituelle qu'on a tous à développer, c'est de se libérer du bien et du mal. Et se libérer du bien et du mal, c'est d'arrêter d'avoir peur de ce qu'on pourrait juger comme étant mal. Et surtout dans le monde subtil, si on voit que dans le monde subtil, il y a juste du négatif, c'est peut-être parce que nous-mêmes, on a énormément de peur, énormément de crainte, énormément de jugement envers le monde extérieur. Puis là, ça peut être un danger que d'être dans cette espèce de dualité, parce que ça veut donc dire que je me bats contre l'extérieur. Qu'il soit un monde extérieur terrestre où je suis en guerre avec le monde entier, ou je sois en guerre avec le monde subtil, pour moi, il n'y a pas tant de différence que ça. Parce qu'effectivement, on est dans une relation de rejet envers quelque chose qui est humain, qui est énergétique, qui est donc finalement associée à une forme de vibration universelle. Cette vibration universelle, on part du principe qu'elle est négative. Alors que la vibration universelle, elle est peut-être justement, dans son dessin le plus large possible, le plus élevé, quelque chose qui a un objectif de nous faire progresser et évoluer. Et je pense que c'est là que ça peut devenir intéressant de se rappeler de cette information-là. Donc ça, c'était pour la première question qui m'était posée. Évidemment, si vous avez des réflexions, des commentaires, ben, vous pouvez donc le faire. La deuxième question, c'était une autre question un peu existentielle quand même, mais bon, c'est quand même ça qui est venu, donc que je vous fais part des questions qui m'ont été posées. C'est une personne finalement qui se disait que elle entend beaucoup dire actuellement, et je connais aussi ça, des gens qui sont dans des démarches d'éveil spirituel et qui commencent à amener la notion du personnage. Je suis le personnage. Et ce personnage-là, quelque part, ben lui, finalement, il est une illusion. OK, le personnage est une illusion. Je suis une illusion. Je suis OK. Et que parce que je suis une illusion, ben quelque part, le monde n'existe pas. Donc, le monde est une illusion. Et que finalement, tout ça est un monde que j'ai créé dans mon mental. Puis que finalement, si j'apprends donc à me détacher de tout ça, ben j'apprends effectivement à me rendre compte à quelque part que je ne suis rien. Et que le rien, ce serait un peu l'objectif qu'on voudrait développer dans cette façon de voir les choses-là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. On est là, on observe, on est témoin, on conscientise à quelque part que tout est illusion, puis on chemine à travers ça. Puis il y a des gens qui vont se dire éveillés dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'ils vont devenir conscients qu'ils vont plus vibrer à quelque part avec ce qui se passe autour parce qu'ils vont apprendre à l'observer un peu comme dans une forme d'existence, un peu comme l'expérience de vivre dans le présent. Hein. Je vis dans le présent, puis quoi qu'il arrive, ben, tout est OK, tout est beau, tout est merveilleux, il n'y a pas de problème, j'accepte ça parce que finalement, c'est un monde de toute façon illusoire, donc je ne vais pas m'investir dans tout ça. Et c'est un autre élément aussi qui me questionne.
parce qu'elle me disait, quelque part, elle était un peu attirée par cette dimension-là, puis en même temps, elle se posait des questions concernant cet univers-là, dans lequel on n'a pas besoin de guérir, dans lequel on n'a pas besoin de faire un travail sur soi, parce que tout est illusoire de toute façon, donc, à quelque part, on a juste à être présent à soi, puis voilà. Mais c'est intéressant, cette façon de voir les choses-là, mais quand on regarde dans la pratique, c'est-à-dire quand on regarde, nous, en tant qu'êtres humains, ainsi, on va voir des gens qui sont malades, on va leur dire, ben oui, c'est de l'illusion, oublie ça. Tu vois, si on est des gens qui ont des problèmes psychologiques, si on leur dit la même chose, ils vont peut-être un petit peu être étonnés. Ils vont pas avoir l'impression, quelque part, qu'ils sont capables de faire la démarche qu'on leur propose. Donc, pour moi, c'est une démarche, à quelque part, qui est une démarche qui peut être intéressante au niveau philosophique du terme, mais au niveau pratico-pratique, ça nous amène pas grand-chose de concret, tu vois. Dire, quelque part, moi, je suis assis, puis je laisse les choses faire, puis la vie, c'est comme ça, puis bon, j'accepte tout, j'accueille tout, puis quoi qu'il arrive, c'est bon, je tombe malade, c'est pas grave, je suis dans l'illusion, faut que j'apprenne simplement à l'accueillir, puis pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu dépressif, encore une fois. Il y a quelque chose de déprimant là-dedans. Hein, c'est un peu comme si, à quelque part, je ne reconnaissais pas que ma vie avait un sens. Et quand je dis qu'elle a un sens, je ne veux pas dire, à quelque part, que la vie telle qu'on la vit présentement est une vie animée par une vérité. Mais la vie qui est là, pour moi, c'est un fil d'Ariane. Et ce fil d'Ariane, quand j'apprends à reconnaître ce que je vis, puis j'apprends à en reconnaître le sens, je comprends quelque part que je suis effectivement dans un monde on pourrait dire un monde d'illusion, mais moi je dirais un monde de vibration. Alors, un monde de vibration, quand on le regarde dans la réalité terrestre, on est dans l'illusion. Ainsi, je dis, moi, quelque part, il n'y a pas si longtemps, l'être humain disait, on est fait de chair et d'os, point. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est fait de vibrations, d'énergie, etc. Donc, à une certaine époque, on était complètement dans l'illusion parce qu'on croyait qu'on était dans un monde terrestre. Puis avec le temps, on commence à reconnaître qu'on est dans un monde de vibration. Mais même dans le monde de vibration, on est dans l'illusion aussi, parce que dans ce monde de vibration, on ne fait que commencer à appréhender cet univers-là, à comprendre comment il fonctionne. On en est loin de le comprendre. Mais on doit sans doute envisager que c'est une genre de matrice, une matrice dans laquelle on est en interaction dans le monde terrestre, mais on est en interaction dans un monde subtil avec chacun d'entre nous, mais également, quelque part, avec une forme de somme d'informations mémorielles qui existe depuis le début des temps. Donc, tout ça, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelque part, que quand moi, j'apprends à reconnaître ça, ben, j'apprends à me dire, mais finalement, derrière tout ça, il y a quelque chose de significatif, qui est donc d'apprendre justement à comprendre que derrière tous ces messages-là qui sont en dedans de moi, qui peuvent me garder dans une forme d'illusion, il y a quelque part un apprentissage que je peux faire qui va m'amener à m'ouvrir à quelque chose qui est une forme, qui est animé par une forme de sagesse et une forme d'intelligence. C'est là que la pleine conscience intuitive prend toute sa forme, parce que quand je commence à comprendre qu'il y a une forme de conscience intelligente qui anime l'univers, ben j'apprends donc évidemment à interagir avec. Et quand j'apprends à interagir avec, ben j'apprends à voir que tout a un sens, en quelque sorte, un sens que je ne comprends peut-être pas à 100%, mais tout a un sens. Et que quand j'apprends justement à cheminer dans l'expression de ce sens-là, ben, j'apprends à me dégager puis à me détacher à quelque part de ce qu'on pourrait appeler cette fameuse illusion-là, parce que quand je comprends que les événements de ma vie sont associés à des expériences qui peuvent être importantes pour moi, ben, j'apprends donc évidemment à concevoir quelque part que tout ce que je pourrais concevoir comme étant une vie absurde, mais elle pourrait être une vie qui m'amène à cheminer, puis à évoluer, à progresser. Et dans ce sens-là, elle prendrait tout son sens, toute sa signification. Alors, tu sais, quand on parle d'un être éveillé, il y a plusieurs types d'éveil. Hein? Alors, pour moi, ce genre de pratique-là dont elle parle, cette personne-là, quand elle m'a posé la question, c'est que ces gens-là, finalement, se disent éveillés, mais éveillés à quoi, finalement? Je dirais ça comme ceci, c'est un éveil qui ne le relie pas à l'univers. Je suis éveillé à l'illusion de la vie, mais je ne suis pas éveillé à la conscience intelligente que la vie me procure. Donc, c'est un éveil, finalement, qui est un peu limité. C'est un éveil, mais pas un éveil qui reconnaît toute la globalité de l'intelligence humaine, de la conscience universelle. Et pour moi, c'est important, évidemment, d'intégrer justement cette notion-là, parce que moi, je pourrais vous parler d'un éveil comme celui-là, mais moi, j'ai envie plus de vous parler d'une expérience, parce que pour moi, je ne me dis pas être un être éveillé, parce que pour moi, le mot éveillé, c'est un mot qui peut être un peu galvaudé, puis on peut se dire quelque part éveillé, qu'est-ce que c'est qu'être éveillé, puis bon, il y a plein de définitions qu'on pourrait se poser là-dessus, mais
Moi, je vous parle de l'expérience intuitive que j'ai. Ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Ça fait plusieurs années que j'ai rencontré toutes sortes de personnes, des gens qui se disaient éveillés, des gens qui se disaient, bon, avec des problèmes de santé, psychologiques, etc. J'ai rencontré toutes sortes de monde. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers ces observations-là, j'ai constaté évidemment qu'il y avait une forme de hiérarchie de la conscience. Et l'hiérarchie de la conscience n'est pas associée à quelqu'un qui se dit éveillé. C'est associé à quelqu'un qui a appris, à quelque part, à faire la paix avec lui, en fin de compte, puis à collaborer, pourrait-on dire, avec la vie, avec le grand V, puis à apprendre justement à être dans une position d'alignement le plus possible et que se dire éveillé n'est pas un signe de ça. Je ne suis pas en train de dire que tout ce terme, toute cette vision des choses est faussée, hein. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que souvent, cette notion d'éveillé, ben, quelque part, c'est qui se dit éveillé? Ben, c'est la personne qui dit, ah, ben, je suis éveillé. Ben oui, mais pourquoi tu dis que tu es éveillé? Ah, ben, je suis éveillé parce que j'ai pris conscience que la vie est une illusion. Oui, mais en quoi tu es plus éveillé que quelqu'un, moi, qui reconnaît que la vie est une illusion aussi? Tu vois, c'est là, quelque part, que dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'ego aussi. Hein, qui sont reliés à ça. Puis là, quand on regarde un petit peu beaucoup de personnes qui ont des grandes démarches spirituelles, à qui on a donné énormément d'importance dans des démarches spirituelles, ont souvent été confrontés à des scandales très, très humains. Hein, dans ce sens-là, quelque part, on est tous des humains, finalement, et tous les êtres humains que nous sommes, ben, essayons d'avancer, de progresser de la meilleure façon possible, tout en ayant des fragilités puis des imperfections, possiblement aussi. Hein. Il faut toujours se le rappeler. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette deuxième question. J'espère que j'ai répondu aux questions que cette personne-là se posait adéquatement, mais c'était les deux premières questions qui m'étaient posées. Et s'il y a des commentaires, bien évidemment, sur cette deuxième question-là, ben, allez-y, il n'y a pas de problème qu'on puisse regarder ensemble cette question-là. Donc, ça va. La troisième question qui m'a été posée, je pense que cette personne-là, elle est là avec nous aujourd'hui en plus. Je crois l'avoir vu passer tout à l'heure. Voilà, c'est François. Bonjour François, ça va? Bonjour, bonjour. Donc, François a posé une question qui concernait, lui, l'aspect plus pratique. Là, on revient vraiment à l'aspect plus technique et concret de la pratique de la pleine conscience intuitive. C'était concernant comment pratiquer la pleine conscience intuitive sur des thèmes très précis. Il y a deux exemples qui étaient donnés, la relation à l'argent et arrêter de fumer. Donc ça, c'est très concret. Là, on est d'accord que c'est des façons d'aborder la pratique de la pleine conscience intuitive qui est très, très concret. La première chose qu'on doit se rappeler dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est toujours la façon qu'on va aborder le sujet. Hein, parce qu'un sujet, on peut l'aborder de diverses façons et c'est toujours intéressant de se rappeler comment on va utiliser justement la pleine conscience intuitive pour aborder une situation. Si on vient avec la santé, par exemple, pour ceux qui se rappellent de ça, peut-être, il y avait trois techniques qui étaient vues, qui étaient principales pour l'auto-guérison. Par exemple, c'était le transfert d'énergie, la chirurgie, la miniaturisation, qui sont toutes des façons d'aborder la réalité énergétique. C'est la façon que moi j'ai de regarder comment je peux soigner, comment je peux me soigner ou comment je peux soigner une personne. Donc, ces techniques-là, finalement, elles consistent à nous mettre dans des diverses positions. Tu sais, le transfert d'énergie, c'est de transférer de la lumière dans un organe, par exemple. Donc, la façon que la lumière va pénétrer l'organe va être déterminante, de quelle façon qu'elle va recevoir de superficie en profondeur, de gauche à droite, de haut en bas. Donc, on va interagir avec la matière pour être capable de la faire parler, pour voir comment la lumière va finalement répondre dans cet organe-là. Quand on regarde la technique de la chirurgie, bien, quelque part, c'est que l'organe est là, bien, la chirurgie va me permettre d'interagir sur l'organe pour intervenir dessus un peu comme si j'étais un médecin qui allait opérer un organe, qui allait enlever tout ce qui était nécessaire à enlever sur l'organe, puis qui allait peut-être même ouvrir l'organe, faire une intervention pour enlever quelque chose, etc. Donc, c'est vraiment comme une approche un peu médicale. Puis la miniaturisation qui consistait à se mettre dans une position où l'organe, c'est la pièce dans laquelle je suis, puis moi, je suis là, et je peux donc intervenir dans l'organe. Alors, je vous parle de cet exemple-là pour faire comprendre que ces trois techniques-là me font travailler avec une même réalité, un organe sur lequel je veux faire un soin, mais avec des différents points de vue. Et quand je veux travailler, par exemple, avec la personne qui va arrêter de fumer, ben là, on vient avec cette notion de personnage dont j'ai parlé tantôt dans la deuxième question. C'est quoi le personnage? Hein, on pourrait dire, mais le personnage, c'est Sylvain Bélanger, je suis le personnage. Mais c'est plus complexe que ça, à mon sens à moi, parce que on est plusieurs personnages. Et quand je dis plusieurs personnages, ça fait référence, évidemment, je vais faire un petit coucou pour le livre que j'ai écrit, là, c'est le tout dernier que j'ai écrit.
c'est découvrir votre spirale évolutive. C'est un livre qui présente un peu la typologie. Donc, vous voyez, il est assez épais. Il y a le plus de 700 pages. Mais dans ce livre-là, finalement, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que j'ai voulu faire là-dedans, c'était de présenter les différents états de conscience qui animent un être humain. Et les différents états de conscience qui animent un être humain, ben, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit que moi, en tant que Sylvain Bélanger, je suis animé par plusieurs états de conscience qui sont en moi et qui peuvent intervenir, qui peuvent émerger en moi dans certaines conditions. Si je prends l'exemple de celui qui va arrêter de fumer, ben, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que celui qui va arrêter de fumer, c'est une facette de moi. Puis celui qui fume, c'est une autre facette de moi. OK? Donc, on peut apprendre justement à pratiquer la pleine conscience intuitive en se dissociant. Se dissociant, c'est-à-dire que moi, Sylvain Bélanger, je vais apprendre à travailler sur le Sylvain Bélanger qui fume, par exemple. Donc, ça veut dire que je vais créer un écran devant moi, je vais projeter ce Sylvain Bélanger qui fume devant moi et je vais donc intervenir avec lui, je vais discuter avec lui, je vais faire la description, questionnement, déprogrammation et soins comme on l'a appris. Je le fais sur un partenaire, c'est la même démarche que je vais faire, c'est-à-dire que la personne avec qui je travaille, bien, je reconnais que cette personne-là n'est pas seulement une personne qui fume, c'est quelqu'un qui a un ensemble de façons de fonctionner. Et s'il me dit, ben moi, je vais arrêter de fumer, ben moi, je peux aller voir chez cette personne-là la facette d'elle qui fume. Et cette facette-là qui fume, ben dans la pratique de l'intuition, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que quand on travaille sur des états de conscience, on découvre que ces états de conscience-là sont animés par ce qu'on pourrait appeler une programmation. C'est-à-dire que celui qui fume, ben, il fume parce qu'il y a des avantages à fumer, parce qu'il y a certaines émotions qui cherchent à fuir, il y a une certaine dynamique qui est derrière ça. Et cette dynamique-là, quelque part, quand on prend le temps de décrire, questionner, déprogrammer, soigner, bien évidemment, ça va nous permettre justement de nous rendre compte que cette personne-là qui fume, quand on cherche à la soigner, quand on cherche à la libérer de sa programmation, bien, elle va faire émerger de nouveaux comportements plus en accord avec nous. Ça veut donc dire qu'on va partir du personnage qui fume pour faire émerger un comportement de moi-même qui me montre un chemin de la guérison. C'est-à-dire qu'à partir du moment que quand je ne fume plus, ben, je me comporte autrement. C'est-à-dire que le Sylvain Bélanger qui fumait, lorsque j'arrive à le déprogrammer pour qu'il ne fume plus, me montre une autre expression de Sylvain qui se manifeste différemment dans sa vie parce que, justement, il ne fuit plus dans la cigarette si on part du principe qu'il pourrait fuir en fumant. Donc, cette démarche-là va m'amener à me dire, OK, en faisant ce travail-là, je suis en train de me connecter avec une expression de qui je suis dont je n'étais pas conscient, parce que quelque part, quand je fumais, je n'étais pas conscient que je fuyais quelque chose ou que je m'empêchais d'exprimer quelque chose. Donc, en devenant conscient de ça, ben, j'apprends, évidemment, à travers la déprogrammation, les soins, à amplifier le nouveau comportement, la nouvelle expression de qui je suis. Ça veut donc dire que je libère progressivement ce que moi j'appelle le cerveau du ventre, parce que le cerveau du ventre, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de me connecter avec des instincts plus profonds en moi et qui vont faire que mon système nerveux va être souvent paralysé, parce que c'est des traumatismes que j'ai vécus quand j'étais très jeune. Et ces problèmes très jeunes que j'ai vécus font que mon système nerveux, c'est comme mis en conflit, le sympathique parasympathique, et qu'évidemment, plus je vais apprendre justement à dénouer les nœuds de tension de ces blocages-là, mais plus évidemment, je vais permettre à mon cœur d'accueillir les nouveaux signaux d'information qui viennent de mon cerveau du ventre. Donc, mon cerveau du cœur va apprendre donc justement à s'ouvrir et à accueillir ces transformations-là pour amener ensuite ces manifestations vers mon cerveau, vers des changements de conscience. Ces changements de conscience-là vont se manifester de quelle façon? D'une part, le cœur va apprendre à accepter le Sylvain qui a envie de s'exprimer sans fumer, donc le nouveau Sylvain qui va être là. Donc, le cœur va apprendre à accepter ce nouveau Sylvain-là. Il va apprendre à lui donner de la place. Il va lui apprendre justement à ressentir le bienfait que cela pourrait lui apporter d'être ce nouveau Sylvain-là. Et ensuite, bien évidemment, le cerveau, la neuroplasticité du cerveau va se transformer. Et il va y avoir de nouveaux circuits neuronaux qui vont pouvoir se mettre en place progressivement. De quelle façon que les circuits neuronaux pourraient se mettre en place progressivement? Bien, c'est à travers la répétition. La répétition de quoi? La répétition que moi, Sylvain, qui ne fume plus, qui a vu une nouvelle expression de lui-même prendre forme, ben, je vais apprendre à le nourrir. De quelle façon? Il y a tout un petit protocole que vous avez peut-être sans doute déjà connu dans certains d'entre vous.
Le protocole est le suivant, c'est de dire, ben, moi, je fais une déclaration où je déclare en toute responsabilité, je ne suis pas une victime, là, je reconnais que pendant X temps, j'ai fumé la cigarette, par exemple, et je prends conscience aujourd'hui qu'elle m'a été bien utile pendant toutes ces années-là, parce que toutes ces années-là, je n'étais pas capable d'assumer ma volonté, d'affirmer, par exemple, qui j'étais. Et qu'aujourd'hui, je me sens capable de le faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je déclare qu'à partir de maintenant, je vais valoriser un nouveau comportement. Le nouveau comportement, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir fumer, par exemple, je vais reconnaître mon désir justement de ne plus être celui qui va donc se comporter comme il se manifestait auparavant. OK? Donc, c'est là qu'on va commencer à se rendre compte à quelque part que plus on permet justement ce changement-là de prendre forme, bien, plus on va conscientiser à quelque part cette nouvelle expression de soi. Donc, la déclaration va consister à dire, ben, oyez, j'ai décidé de changer, voici les changements que je souhaite manifester et voici comment je vais les mettre en application. Il y a souvent aussi une phrase clé qu'on va chercher à identifier, qu'on va mettre un peu partout dans notre maison, dans notre téléphone, etc. On va chercher à vraiment nourrir notre cerveau pour lui rappeler quelque part les nouveaux changements qu'on cherche à manifester. On pourrait se regarder dans le miroir puis vraiment prendre le temps d'affirmer dans le présent le changement que nous souhaitons atteindre, mais on le dit comme si on était déjà dedans et on le répète régulièrement, très souvent dans une journée. Alors ça peut être une façon de travailler justement pour amener le changement. La question qui m'est posée, c'est il apparaît quand le personnage? Ben, il apparaît quand le personnage? On pourrait dire ça comme ceci. Il apparaît pas en fait. C'est toi finalement qui va lui donner, OK, la question que tu poses, je ne sais pas si je comprends bien. Il apparaît quand le personnage? Donc, le personnage qui fume, par exemple, il apparaît à quel moment? Mais il apparaît, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs influences qui vont faire qu'on va fumer. Par exemple, quand on est un enfant, on va voir nos parents fumer. À une certaine époque, les parents pouvaient fumer. Il y a beaucoup de gens qui fument autour de nous. Ça donnait du style, c'était normal, c'était socialement très accepté. Donc, il est fort probable qu'évidemment, on a pu apprendre à développer cette relation avec la cigarette de cette façon-là et que la cigarette, elle s'est développée avec l'association dans notre cerveau, au niveau des circuits neuronaux, avec des compensations qui ont fait que la cigarette est devenue une dépendance, est devenue une habitude essentielle pour notre propre équilibre. Donc, le cerveau a compris que prendre la cigarette signifiait que c'était une façon d'être heureux, en quelque part, parce que ça nous permettait de compenser certaines failles, certaines fragilités qui étaient en nous, et le cerveau s'est habitué à faire cette association d'idées. Donc, quand j'apprends à faire une pratique intuitive, ben, je vais travailler avec cette vision limitée que je suis, c'est-à-dire le Sylvain qui fume, ça, c'est la version limitée. Maintenant, ce que je vais voir, c'est que ce Sylvain qui fume, si je prends le temps de faire la description, questionnement, déprogrammation et soins, ben, je vais découvrir que ce Sylvain-là, il fume, puis il y a des raisons de fumer. Il y a des raisons de fumer, puis qui vont m'exprimer, qui vont m'expliquer. Et je vais apprendre par la déprogrammation et le soin à de plus en plus comprendre ce comportement-là, cette énergie-là. Et je vais apprendre, évidemment, tout doucement, en faisant le soin, de libérer la programmation de ce Sylvain-là qui fume pour faire émerger une expression d'un Sylvain qui ne fume plus parce qu'il a reconnu quelque part un désir de s'aligner davantage à lui-même. Et c'est là, évidemment, qu'on va commencer à faire la démarche de la déclaration par la suite. C'est là qu'on va commencer à comprendre que maintenant qu'on se sent, qu'on a reconnu ça, qu'on a reconnu ce nouveau comportement-là et qu'on en a une forme de vol, on a un désir vraiment de l'activer. Hein, si on est excité à l'idée que, ah, moi, j'aimerais ça devenir ce Sylvain-là, ben, ça veut dire quelque part que là, on est prêt à mettre en place le protocole, le protocole qui va nous permettre justement d'accéder à l'actualisation de ce nouveau Sylvain-là. Ainsi, moi, je suis très attaché à la cigarette, puis que ce comportement-là que Sylvain me montre, je me sens incapable de le faire, mais vous comprendrez quelque part que vous n'êtes pas rendu au changement. Vous êtes rendu à l'apprentissage pour être capable d'arriver à vous reconnaître, à reconnaître les avantages de ce Sylvain-là, quelque part, qui vous est proposé, qui va arrêter de fumer. Là. C'est certain qu'il y a un apprentissage, puis il y a une nécessité, évidemment, d'être accompagné, peut-être même dans certains cas, hein, pour aller plus loin dans cette démarche-là. Parce que c'est sûr que c'est pas parce que moi, je veux arrêter de fumer que je vais arrêter de fumer systématiquement. Il y a tout un apprentissage qui va m'amener au niveau de mon cerveau à me rendre compte, à quelque part, quand dans moi, il y a une envie d'arrêter de fumer parce que je vois des avantages plus importants dans l'idée de ce nouveau Sylvain-là que de continuer à être l'ancien Sylvain qui ne me convient plus.
Donc, c'est là qu'on commence à amener un changement à prendre forme. Mais comme je dis, ça va se faire à travers évidemment cette capacité que j'ai de renforcer à l'intérieur de moi le nouveau Sylvain, c'est-à-dire le nouvel état de conscience que je suis en train de faire émerger. Parce que ce nouvel état de conscience-là me permet de réorganiser mon champ énergétique en accord avec qui je suis, ce que je suis aujourd'hui. Avant, quand je fumais, j'étais pas ce Sylvain-là. Sauf que j'avais pas l'expérience qui me permettait de reconnaître que je ne voulais plus être le Sylvain qui fumait, que je voulais être un autre Sylvain. Et c'est ça, quelque part, qui va m'amener vers le changement à ce moment-là. Alors, je sais pas si je réponds à ta question concernant, donc, arrêter de fumer, mais c'est un exemple. La relation avec l'argent, elle pourrait aussi je reviens avec l'exemple que je viens de donner avec les états de conscience, la relation avec l'argent. Supposons que je suis avaricieux, OK, que j'ai une forme d'avarice, que je reconnais en tant que témoin qu'il y a une facette de moi qui a très peur de perdre de l'argent et qui est donc une forme d'avarice qui est là. Bien évidemment, ça veut donc dire que j'ai en moi un état de conscience qui s'appelle Sylvain avaricieux. Et je peux donc travailler sur cette facette-là. Donc, c'est une autre façon aussi d'aborder une problématique qu'on peut avoir face à l'argent, par exemple, de travailler sur ces états de conscience-là. Donc, vous comprendrez que le jeu des états de conscience est un peu limité parce qu'à partir du moment que je reconnais que j'ai des comportements en moi que je veux changer, mais ça veut donc dire que j'ai un état de conscience sur lequel je peux travailler. Et ça veut donc dire quelque part qu'il y a énormément de possibilités à ce niveau-là. Et si on comprend que les états de conscience sont animés, comme dans le livre que j'écris, met en évidence cette notion des états de conscience, c'est-à-dire des conditions énergétiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui est équilibré, ben, il a un état de conscience parfaitement en harmonie avec lui. Maintenant, s'il est désaligné, hyperactif surchargé, hyperactif épuisé, ou hypoactif surchargé ou hypoactif épuisé, vous comprendrez à ce moment-là que ces états de conscience-là sont moins en accord avec soi. Et que même ces états de conscience-là peuvent être carrément perturbateurs pour mon propre équilibre. Hein? Donc, c'est là quelque part qu'on apprend, évidemment, à travers la pratique et à travers cette idée de travailler sur les états de conscience, à chercher à retrouver l'essence de qui je suis, de ne plus être identifié à des expressions de moi qui m'éloignent de qui je suis, mais de retrouver une forme d'alignement avec qui je suis et ce que j'ai envie de mettre au monde, ce que j'ai envie d'incarner en tant qu'être humain. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que là, quelqu'un me dit que ça coupait? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Le son est bon? Oui? OK. Donc, ça, c'était une des façons de travailler sur des thèmes concrets de la vie quotidienne, pourrait-on dire, de travailler avec les états de conscience. Ça veut dire que je reconnais que Sylvain peut être un fumeur. Je reconnais à quelque part que je peux avoir une relation avec l'argent qui peut être difficile. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent être sur lesquelles on peut travailler sur un état de conscience. Je pourrais travailler sur l'insomniaque, je pourrais travailler sur le dépressif, je pourrais travailler sur le colérique. Vous voyez, il y a plein de façons de procéder comme ça et on pourrait, ce que je viens de vous décrire, c'est un petit peu le protocole à quelque part qui pourrait être utilisé pour chacune de ces façons de fonctionner là. Maintenant, si on regarde d'autres façons de fonctionner avec la pratique intuitive, bien évidemment, si on vient avec la relation avec l'argent, bien évidemment, la relation avec l'argent, ça peut être aussi donc ce qu'on peut travailler aussi, c'est de dire, ben tiens, moi, j'aimerais ça quelque part avec l'argent, donc je vais travailler quelque part sur ce que représente pour moi l'argent. Mettons, je ne sais pas moi, qu'une bourse d'argent qui est là, et je vais me mettre en relation avec cette bourse d'argent-là. Puis je vais comme apprendre à travailler avec elle, c'est-à-dire apprendre à reconnaître. Si le problème d'argent, par exemple, la relation avec l'argent concerne une maison, ben je pourrais carrément travailler avec la maison. Hein, de comprendre quelque part ma relation, mon rapport avec la maison, mon rapport avec un partenaire, un collaborateur professionnel, ma relation avec une compagnie professionnelle, ma relation avec un investissement financier. Vous voyez, alors, ça aussi, c'est une façon de travailler avec la relation avec l'argent qui peut nous amener également aussi à obtenir à comprendre l'intelligence de la relation. Hein, c'est-à-dire que quand on dit la relation avec l'argent, ça veut donc dire que je reconnais que moi, en tant qu'être humain, je suis en relation avec quelque chose que j'appelle l'argent et que cette relation-là, quelque part, peut m'empêcher d'évoluer, de progresser. Donc, à partir du moment qu'on reconnaît ça, bien évidemment, on peut reconnaître que le thème de l'argent est représenté dans notre vie par un certain nombre de choses et on peut donc se relier à ce certain nombre de choses-là pour évaluer c'est quoi la relation que j'ai avec au niveau vibratoire, au niveau énergétique.
Donc, dire que moi, dans ma perception intuitive, je pourrais me mettre en relation avec Sylvain et tout ce qui représente l'argent et de pouvoir faire un travail d'observer de quelle façon que l'interaction existe entre Sylvain et tout ce qui s'appelle l'argent pour pouvoir faire un travail pour favoriser donc un travail de libération et d'équilibre plus important entre moi et la relation avec l'argent. Tout comme la cigarette, je pourrais représenter, ça c'est un peu le doigt ici, c'est la cigarette, et je pourrais me mettre en relation avec la cigarette, mon rapport avec la cigarette de cette façon-là. Vous voyez, ça serait une autre façon de travailler sur des thèmes très simple. Alors, si on pense à l'alimentation, par exemple, je suis dans un restaurant, je regarde le menu, je pourrais me mettre en relation avec chacun des plats qui sont dans le menu pour déterminer quelle est la fréquence énergétique que j'ai avec chacun des plats pour déterminer quel est le plat qui serait le plus adéquat. Je suis dans un marché d'alimentation, mais je pourrais dire, ben, tiens, cette pomme-là, est-ce qu'elle est plus énergétique que l'autre? Ben, je pourrais me mettre en relation avec chacune d'elles. Vous voyez, il y a plein de façons d'aborder la pratique intuitive. Par exemple, une maison, ben, si je veux déterminer si la maison elle a une belle structure, une belle constitution, ben, je peux voyager dans la maison. Je peux aller voir dans les murs, je peux aller voir l'électricité, je peux aller voir la plomberie. Vous voyez, c'est un jeu. Et ce jeu-là, quelque part, fait que moi, je peux simplement développer une relation avec tout ce que je veux mieux comprendre et interagir avec le jeu en question. C'est comme ça que je vais pouvoir arriver à développer une façon plus concrète et plus pratique la pratique de la pleine conscience intuitive. Est-ce que vous avez, vous-même, vécu des difficultés comme celles que François nous avait décrites au niveau de l'aspect pratique de la pleine conscience intuitive? Est-ce que vous avez des éléments sur lesquels vous aimeriez qu'on regarde ensemble? Comment peut-on arriver à pratiquer la pratique de la pleine conscience intuitive dans certaines circonstances de notre vie? C'est un thème qui est intéressant, évidemment, puis qui met en évidence que la pratique, elle est simple, mais en même temps, elle touche plein de domaines. On peut travailler sur plein de choses de notre vie et sur la vie des autres. On peut toucher énormément de domaines. Donc, l'application est très, très variée, très, très riche. Donc, c'est certainement intéressant pour que sur les questions, ben, on prenne le temps de regarder ensemble comment ça pourrait se mettre en pratique. Et si François, bien évidemment, a des questions, si j'ai répondu à ta question ou si tu as des réflexions, des commentaires, ben, tu peux aussi nous en faire part pour voir de quelle façon qu'on peut aller plus loin sur le sujet également. Donc, ça, c'était les questions qui m'avaient été posées sur la pratique de la pleine conscience intuitive qui m'avait été posé avant donc notre entretien. Alors peut-être que vous avez des entretiens qui peuvent poser des questions sur votre pratique personnelle, professionnelle ou des pratiques comme vous le souhaitez, comme vous le voulez, ou même des questionnements que vous avez sur votre vie. On va répondre à tout ça si vous en avez envie, si vous avez le souhait de le faire. Donc, c'est le moment de poser vos questions. Donc, je vous rappelle que dans donc, la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a l'aspect énergétique qui concerne donc le potentiel santé. Il ne s'agit pas de parler de médecine, mais il s'agit vraiment de parler du potentiel santé, de quelle façon qu'on peut augmenter le potentiel santé chez une personne. L'aspect psycho-émotionnel, de quelle façon qu'on peut augmenter l'alignement émotionnel et mental de notre potentiel, de quelle façon que je peux être le plus aligné avec qui je suis vraiment. Et dans l'approche que j'ai développée, moi, il y a toute cette notion de famille d'âme. Les familles d'âme, c'est l'expression pure et originelle qui se manifeste dans chacun de nos chakras et de quelle façon qu'on peut apprendre à renouer contact avec l'expression juste de chacun de nos chakras, sachant que tout au long de notre vie, il y a des blessures émotionnelles qui vont nous éloigner de cette expression originelle-là. Et c'est là que les états de conscience perturbés vont prendre du poids dans notre champ énergétique, puis vont nous empêcher, en quelque sorte, d'évoluer dans le juste chemin de notre expression fondamentale. Et puis, évidemment, tout ce processus d'expression fondamentale de la famille d'âme, ben, nous met en contact, évidemment, avec la démarche spirituelle, puisque plus je suis un être de lumière et rayonnant, de moins en moins coloré par l'expérience humaine, plus je développe une relation avec la spiritualité qui va être plus élevée. Une question de Louise. Je m'endors souvent avant la fin. Je dors assez. Je fais les pratiques le matin ou le midi assise. Oui. Ben, en fin de compte, je te dirais que l'idée
Donc, de faire des pratiques assises, c'est une bonne idée. On peut le faire des fois même debout, comme je l'ai déjà dit, concernant donc l'idée de dormir. Si on s'endort beaucoup, bien évidemment, il y a plusieurs questions à se poser par rapport à ça. Euh, je vous fais référence à un neuroscientifique, un spécialiste du cerveau, qui a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé. Et lui, finalement, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre-là? C'est que c'est un livre qui s'appelle Neurosciences et chamanisme, il me semble. Puis ce monsieur-là, quelque part, c'est un médecin qui a pris le temps de dire, en fin de compte, dans ce livre-là, parce qu'il collabore avec un chaman dans ce livre-là, et c'est un médecin, c'est quelqu'un qui est reconnu en médecine fonctionnelle aux États-Unis, donc c'est pas un, c'est vraiment un médecin. Et lui s'est intéressé à comprendre justement, bon, je vois que tu as le livre, peut-être, oui, c'est ça, tu l'as. OK, tu l'as en version, une version que je ne connais pas. Neurosciences et chamanisme. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un très bon livre. Et ce qu'il raconte là-dedans, et c'est ça que je voulais amener, c'est que on parle d'éveil, un éveil spirituel, mais si le cerveau ne fonctionne pas adéquatement, comment peut-on envisager qu'on puisse effectivement favoriser l'éveil? Donc, lui, finalement, dans ce livre-là, explique en quelque part tous les éléments fondamentaux là, pour permettre justement d'avoir une santé optimale au niveau de notre cerveau. Il y a même un petit protocole qui est proposé médical. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand on parle d'endormissement, facile, comme ceux que tu me décris, bien, ça veut donc dire quelque part que le cerveau a de la misère à être éveillé. Éveillé dans le sens qu'il y a de la misère à être tout à fait là. Hein, on s'endort, donc on n'est pas tout à fait là. OK? Donc, souvent, il y a les produits qui vont travailler sur le cœur, puis amener un mouvement vers le haut de la tête. Et donc, évidemment, dans la pratique intuitive, on va chercher aussi à favoriser ça. Mais quand on a besoin, des fois, de nutriments, hein, ben là, à ce moment-là, il y a donc des produits qui peuvent favoriser une meilleure concentration au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Et ça va contribuer, évidemment, à faire en sorte que notre pratique soit plus éveillée. Alors, quand on s'endort, parce que souvent, l'énergie de nos reins, en médecine chinoise, hein, les glandes surrénales, n'ont pas la capacité de faire monter l'énergie vers le haut. Le cœur n'a pas la capacité de faire monter l'énergie vers le haut non plus. Donc, on va s'endormir parce que justement, il y a une forme de fatigue qui va être là. Donc, en tonifiant ces organes-là, ben, quelque part, on va avoir une meilleure énergie et on va être plus capable de faire nos journées. Alors, dans le livre Neurosciences et chamanisme, il y a donc un protocole pour vraiment travailler sur le cerveau. En médecine chinoise, parce que lui, c'est un neuroscientifique, donc c'est pas un neuroscientifique, c'est un neurologue, il me semble. Donc, il s'est intéressé beaucoup à ce niveau-là. En médecine chinoise, ils vont beaucoup s'intéresser à comment le cœur peut nourrir le cerveau. Alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'on sait que la cohérence cardiaque reconnaît que le cœur a un lien avec le cerveau, hein, une ramification nerveuse avec le cerveau, ce qui veut donc dire finalement que plus le cerveau a un bon fonctionnement, bien, plus notre cerveau va être capable de bien fonctionner aussi. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Mais si tu as déjà ce livre-là, mais tu peux déjà regarder le protocole qui est proposé à la toute fin du livre, qui est intéressant. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que ce même auteur-là a écrit un autre livre dans lequel il met beaucoup en évidence le danger du sucre et le danger du gluten. Le gluten, c'est tout ce qui est relié au blé, qui semblerait aurait des fonctions, aurait des rôles très néfastes au niveau du fonctionnement du cerveau et que tous les problèmes de démence qu'on retrouve dans la société actuellement auraient, selon lui, en tous les cas, des origines qui seraient directement associées à la prise de gluten en trop grande quantité. Puisque le blé a changé dans son développement génétique. Et il semblerait en tout cas que ce développement-là, quelque part, serait très peu favorable au niveau des fonctions cérébrales. Et il y a tout le rôle du sucre également qui est proposé. Donc, il écrit un autre livre. Je ne sais pas c'est quoi son titre. C'est un livre assez épais. Je l'ai à quelque part, mais je ne l'ai pas proche de moi ici. Mais ce même auteur-là a écrit ce livre-là. Et il faut savoir que ce monsieur-là est à l'origine de la médecine fonctionnelle, qui est une médecine très intéressante dans laquelle il met en évidence, ce sont des médecins, la médecine fonctionnelle en général, et ce sont des médecins qui se sont intéressés à faire des bilans de santé en tenant compte, évidemment, que plutôt que de parler de maladies, s'intéressent, eux, à comprendre les symptômes, comprendre les problèmes physiologiques qui vont amener la maladie. Donc, s'intéressent donc à la guérison en tenant compte des processus physiologiques qui vont entraîner la pathologie, donc les perturbations physiologiques. Donc, ils s'intéressent à comprendre d'où viennent les problèmes, puis essayer de les régler à la base. Donc, c'est une médecine qui est assez intéressante, qui vient des États-Unis. Ce médecin-là, dont j'ai parlé, Permuter, son nom, ben, ce médecin-là, quelque part, c'est pas mal je pense que c'est même le président de ce mouvement-là américain, mais qui s'est maintenant répandu, même en France, au Canada et partout dans le monde, mais c'est surtout américain.
comme mouvement. Donc, c'est intéressant aussi à connaître. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Louise, par rapport à ça? Parce qu'évidemment, ce que tu pourrais faire, évidemment, c'est de travailler sur la personne endormie. Tu vois, la personne endormie, ça veut donc dire dans la pratique de la pleine conscience intuitive, tu travailles avec la Louise qui est toujours en train de s'endormir. Hein. Et là, tu pourrais donc aussi amener un travail de conscientisation et évidemment, d'apprendre évidemment à travailler sur cet état de conscience-là plutôt que bon, évidemment, tu peux travailler avec des produits, hein, comme Permuter le proposerait, mais travailler sur la compréhension de ce qui se cache derrière cet endormissement-là, ce serait une façon aussi pour toi de te rendre compte que derrière l'endormissement, il y a donc des potentiels évolutifs qui sont en toi que tu n'avais peut-être pas pris conscience et ça te permet donc de mettre à jour, de mieux t'accompagner en fin de compte dans ta démarche de vie. Donc, ça peut être intéressant aussi de procéder comme ça. Maintenant, c'est sûr que quand on parle d'endormissement dans une pratique intuitive, c'est plus complexe. C'est souvent là qu'on doit penser justement à regarder notre machine, parce que si on s'en va à chaque fois qu'on fait de la pratique, bien, ça veut donc dire qu'on n'est plus capable de faire de la pratique. Hein, c'est ça un peu le problème. Donc, c'est certain que de contribuer à augmenter le potentiel de concentration, bien évidemment, ça peut se faire dans une pratique, mais ça peut se faire aussi à travers donc une prise en charge de notre alimentation, de produits qui vont nous faire du bien, etc. Et c'est là que ce permuteur-là, moi, je suis totalement d'accord avec lui que si ça ne fonctionne pas bien, ben on a vraiment une difficulté là, à entreprendre une démarche comme celle que l'on souhaite entreprendre dans une démarche intuitive, puisqu'il faut que le cerveau soit bien, fonctionne bien là, pour arriver à quelque chose. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous auriez envie de me poser? Je pense que je vais répondre à tout le monde. Si ce n'est pas les questions, mais ça peut être sur des thèmes aussi que vous aimeriez que j'élabore. Si vous le souhaitez, bien évidemment, vous pouvez aussi le faire. Tu as parlé de lecture d'âme. OK, tu aurais voulu que je te parle de toi finalement. C'est ça que tu aurais voulu peut-être que je parle davantage de ta situation de ce point de vue-là. Mais tu vois, quelquefois, ce qui arrive dans une situation d'endormissement, entre autres, c'est qu'il peut y avoir des moments où on est en, je veux dire ça d'une façon exagérée, là, mais un peu comme en pleurs. Les pleurs, finalement, c'est qu'on se dit, bon, je dois avancer coûte que coûte, par exemple. Même si je souffre, même si ça fait mal, même si j'ai de la douleur, je dois avancer coûte que coûte. Puis évidemment, dans des conditions comme celle-là, quelque part, on essaye donc de faire de la pratique, mais quelque part, la pratique qu'on essaie de faire, ben, elle est animée par la douleur et la souffrance. On ne parvient pas justement à effacer la souffrance ou la douleur. Et c'est là, évidemment, que la pratique de la pleine conscience intuitive, la première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi. À l'écoute de ce qui se passe en soi. Par exemple, moi, je voudrais travailler sur le fait que je vais arrêter de fumer, mais que je constate que quand je commence à faire la pratique d'enracinement, par exemple, je me rends compte que j'ai plein d'émotions de tristesse. Donc, peut-être que la première chose que j'aurais à faire, plutôt que de vouloir arrêter de fumer, ce serait peut-être de prendre soin de la dimension émotionnelle qui monte en moi, parce qu'à quelque part, c'est là. Je ne peux pas le nier. Donc, c'est là, quelque part, qu'on apprend justement à se rendre compte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a une facette qui dit, ben moi, je veux avancer puis progresser, puis une autre facette qui dit, ben moi, je ne veux pas. Et cette facette qui ne veut pas, ben c'est celle-là qu'on doit aller voir. Pourquoi tu ne veux pas? Moi, je veux avancer, toi, tu me dis que tu ne veux pas. Donc, des fois, évidemment, à force de vouloir avancer puis cheminer sans tenir compte des autres voies qui ne veulent pas cheminer, ben, des fois, on va effectivement tomber en conflit avec soi-même. Et ce conflit-là va faire qu'on ne va pas être capable de pratiquer adéquatement parce qu'on va être connecté avec des souffrances qui vont finalement nous ramener à quelque part à l'incapacité de pratiquer. Tu vois, comme je donne un exemple de ça, un peu comme quand on est un enfant et que l'enfant, à quelque part, ben, il veut
il voudrait quelque part prendre le temps de s'asseoir puis se mettre à pleurer, puis qu'on lui dit finalement, non, non, petit garçon, petite fille, tu peux pas pleurer, quelque part, tu as des choses à faire, tu vas faire les choses, puis après ça, tu t'occuperais de ça. Hein, c'est un peu comme si on ne lui permettait pas de vivre l'émotion du moment, parce qu'à quelque part, il fallait qu'il fasse un certain nombre de choses. Donc, l'enfant apprend quelque part à ne pas s'écouter, puis elle s'apprend à s'imposer une certaine façon de fonctionner. Et en faisant ça, bien, il s'éloigne profondément de sa nature émotionnelle, hein, parce que quelque part, il ne se permet pas d'apprendre à se respecter, puis assumer quelque part que lui a des besoins puis des demandes. Alors, moi, ce que je dirais, c'est comme ceci, ton cerveau du ventre, c'est le cerveau, quelque part, on pourrait l'appeler comme ça, c'est le cerveau de la personne qui a envie de se révolter, mais qui n'a pas appris à le faire, qui n'a pas appris à reconnaître qu'elle avait le droit d'exister, puis qui n'a pas appris à avoir le droit de se dire que elle a le souhait d'être heureuse, etc. Donc, cette facette-là de toi, ben, tu es toujours un petit peu comme pris finalement avec cette forme cette énergie-là parce que tu lui donnes pas la permission d'exister. Donc, tu la fais pas monter au niveau de ton cœur, tu lui donnes pas la permission de te parler, de discuter avec toi, puis de l'accepter parce que quelque part, elle vient à l'encontre d'une certaine façon des croyances que tu as apprises au niveau de ton cerveau. Donc, c'est tout ça finalement le travail de la pleine conscience intuitive, c'est d'apprendre à vraiment reconnaître que dans ton ventre, il y a des pulsions qui ont envie de s'exprimer et les exprimer ben, vont t'amener au niveau de ton cœur à les accueillir puis les accepter, puis permettre aussi, donc, au niveau de ton cerveau, à devenir de plus en plus conscient du nouveau changement qui veut prendre forme en toi, je dirais, à ce moment-là. Est-ce que tu me suis par rapport à ça, Louise? Alors, comment peut-on obtenir ton livre? Ben, il vient tout juste de sortir, François, et je vais t'avouer quelque part qu'il y a tellement eu de délais, de retard, que là, je suis justement, puis j'ai tellement j'ai beaucoup de choses que je dois faire, donc, et je prépare un voyage justement en Europe, donc le livre va effectivement être mis en vente, mais progressivement. Donc, vous allez être informé dès que je vais avoir trouvé des façons de le distribuer facilement pour l'Europe et tout ça. Donc, ça va se faire progressivement. Donc, vous allez recevoir des mails quand je vais être en mesure de répondre à toutes ces questions-là, puisque c'est un livre qui est assez gros, donc on ne peut pas l'employer par le courrier si facilement que ça non plus. Donc, il faut que je sois attentif à ces choses-là. Mais il est disponible en version PDF pour ceux qui sont intéressés. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va se faire très bientôt. Marie-Paz qui dit qu'est-ce que j'ai besoin de changer ou améliorer pour continuer à avancer? Mais tu vois, la première chose, quelque part, quand on veut avancer, la première chose qu'on néglige quelquefois, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me donne le sentiment de m'épanouir. Souvent, c'est quelque chose qu'on va négliger parce que la société nous a appris à être adultes, hein, adultes dans le sens plate du terme, c'est-à-dire, oui, mais tu voudrais faire ça, mais sois adulte, là, tu peux pas faire ça, c'est pas possible, faut que tu sois raisonnable, il faut que tu sois rationnel, il faut que tu regardes la réalité telle qu'elle est, tu vois, on a cette espèce de tendance d'endormir nos sens et d'endormir notre niveau d'excitation à faire quelque chose en se disant il faut que je sois raisonnable. Et parce que il faut que je sois raisonnable, ben, j'ai pas le droit de me faire plaisir, j'ai pas le droit de faire des choses dans lesquelles je serais heureux ou heureuse parce que j'ai l'impression que c'est interdit finalement puisqu'on me dit à quelque part qu'il faut que je sois raisonnable. Donc, à force d'être raisonnable, on devient plate et on devient quelque part quelqu'un qui se distancie de ses envies. Et je pense que la première chose que moi je te dirais, Marie, c'est ça, c'est que tu dois apprendre quelque part à retrouver le droit à rêver, en fin de compte. Et rêver, évidemment, c'est pas rêver complètement de façon illogique et non rationnelle, mais de reconnaître à quelque part que le rêve, de quelle façon que le rêve peut être encadré dans une réalité, de quelle façon qu'on peut apprendre justement à se faire confiance, puis se permettre effectivement de se lancer dans une voie, dans un chemin qui va nous permettre d'explorer ou d'expérimenter quelque part quelque chose qui nous fait envie. Parce que finalement, on doit se rappeler que qu'est-ce qui fait que le matin, on a envie de se lever? C'est pas des obligations en général. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se lever? C'est qu'est-ce qui nous fait envie de nous lever? C'est wow, j'ai envie de me lever ce matin parce que je vais faire quelque chose d'agréable, quelque chose qui m'excite, quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me rend heureux. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à renouer contact avec. Si on n'a pas dans notre vie
des choses qui nous excitent et qui nous rendent heureux, ben quelque part, ça veut donc dire finalement qu'on s'est éloigné du bonheur, on s'est éloigné de notre potentiel joie, potentiel bonheur. Alors, dans ces conditions-là, bien évidemment, on se lève le matin avec des obligations et avec une impression qu'on n'a pas le droit à autre chose que ces obligations-là. Et c'est là, quelque part, qu'on devient quelqu'un qui s'éloigne justement de ses rêves. Et on s'éloigne à un point tel qu'on se réveille un matin et on se dit, mais merde, je vais passer à côté de ma vie, tu vois. C'est ça un peu comme moi, je te dirais, Marie-Passe, par rapport à ça. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, ce dont je te parle, mais ce serait, qu'est-ce que tu as besoin pour améliorer, pour continuer à avancer? C'est certainement cette capacité de renouer contact avec l'excitation du moment, de retrouver le plaisir de vivre, le plaisir d'agir, le plaisir d'avancer en accord avec ce que toi, tu ressens qui fait partie de cette excitation-là. Et cette excitation-là, évidemment, des fois, ça peut être des excitations qui sont de l'ordre un petit peu de l'immaturité de l'enfant, par exemple. Mais même là, cette immaturité de l'enfant, elle peut être encadrée dans une forme d'expression dans laquelle on va se sentir finalement en accord avec nos capacités, nos besoins et en accord avec l'excitation qui est en nous. Tu vois, il y a toujours une moyen de moyenner, pourrait-on dire, pour être capable de retrouver notre foi envers soi-même. Parce que moi, ce que je sens, c'est que si tu ne faisais pas ça, ben, Marie, c'est que tu vas exploser dans le sens que tu vas dire, ben, il y a plein de choses que tu n'as plus envie parce que justement, tu as été trop raisonnable. Alors, quand on est trop raisonnable, on devient complètement prisonnière de la vie. Et cet aspect raisonnable-là, on le vit tous, on est tous confrontés, la société, elle nous demande d'être raisonnable tout le temps, à quelque part, d'une façon plus ou moins subtile. Depuis 2 ans, on a pu voir que le gouvernement était pas mal plus exigeant qu'on le pensait. Jusqu'à maintenant, ça a été assez subtil. Depuis 2 ans, on l'a vu un peu plus manifester une intention plus claire. Mais là, il va falloir que tu fasses ça, puis il va falloir que tu fasses ça, il va falloir que tu fasses ça. Peut-être à l'intérieur de quelque chose de logique, hein? Mais quand même, cette exigence-là est devenue beaucoup plus ferme et on est devenu beaucoup plus comme infantilisé à travers cette démarche-là. Donc, c'est certain qu'on doit être attentif à cette façon de se sentir infantilisé parce que cette infantilisation-là nous ramène, encore une fois, au fait qu'on est obligé de se conformer d'une façon adulte. Hein? Il faut faire les choses d'une façon adulte, il faut se conformer, il faut faire les choses comme on nous dit de les faire. Et tout ça, quelque part, bien évidemment, ça nous éloigne fondamentalement de l'individu que nous sommes, qui, lui, n'est pas fait pour être complètement soumis à quelque chose. Ça me parle, oui, mais comment ou que faire pour trouver cette envie? Ben, moi, je pense à quelque part que c'est la première fois, c'est le grand thème de la pratique de la pleine conscience intuitive que tu abordes, c'est la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai de reconnaître en moi une forme de vérité. La vérité, c'est subjectif. Hein. Je ne vous dis pas que la vérité que moi j'ai, c'est la vérité que vous devez appliquer dans votre vie. Je dis à quelque part que la vérité que moi j'expérimente, la vérité que vous allez expérimenter, c'est ça votre chemin, c'est ça votre voie. Alors évidemment, quand on dit j'ai trouvé ma vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai trouvé à quelque part ce qui m'est personnel, ce qui m'appartient à moi personnellement. Donc, quelqu'un à côté de moi pourrait me dire, ben toi, Sylvain, tu as trouvé quelque chose que je trouve qui n'a aucun bon sens, tu ne devrais pas le faire parce que ça n'a pas de bon sens ce que tu veux faire. OK? Quelqu'un pourrait me dire quelque chose comme ça. Avoir la foi, c'est de reconnaître que la personne puisse ne pas être d'accord avec ce que je veux faire, mais de reconnaître que moi, c'est ce que j'ai comme envie et j'ai envie de me donner les moyens pour y parvenir parce qu'à quelque part, je crois que je peux arriver à mes fins à travers le chemin que je me suis donné. Ça, c'est la foi. La foi, c'est être capable de se faire confiance suffisamment pour être capable de reconnaître qu'en l'état de nous-mêmes, il y a des choses qui sont essentielles dans notre vie à laquelle on ne peut pas passer à côté. Tu sais, la vie est une adaptation. On s'adapte dans la vie beaucoup. Puis à un moment donné, on se dit, oh, là, on me demande là de m'adapter, je peux m'adapter jusque-là. Mais à partir du moment où on touche cette zone-là, là, c'est plus possible parce que là, on est en train d'affecter ma raison d'être, ma raison de vivre, ma raison d'exister, ma raison d'être joyeuse ou d'être joyeux. Je commence à sentir quelque part que la vie est en train de m'enlever du plaisir à exister. Et ça, c'est plus acceptable. Moi, ce que j'ai envie, c'est de renouer contact avec cette joie profonde qui est en moi de vivre. Alors, on a tous une définition de la vie. On a tous une définition de la joie. On a tous une définition du bonheur. Alors, ce bonheur-là, quelque part, il faut en prendre soin. Parce que si on regarde la société, comment elle fonctionne, cette définition du bonheur qu'on peut avoir à l'état de soi, elle est souvent associée à l'enfance. Elle est souvent associée à une expression que je pourrais dire non productive de l'être humain que nous sommes. Et on vit dans une société qui nous enseigne en nous disant, si tu veux exister, tu dois être productif.
Alors, il y a un problème parce que le plaisir n'est pas une source de production. Ça peut être une source de production aussi, mais c'est avant tout une source de plaisir. La source de plaisir n'est pas basée sur le principe de dire, bon, ben, il va falloir que je veux gagner de l'argent, il va falloir que je gagne de l'argent, il va falloir, tu sais, on n'est pas bâti quand on pense au plaisir à devoir quelque part répondre à plein d'éléments qui vont faire qu'on va pouvoir s'épanouir à tout niveau. Donc, c'est sûr que c'est ça, souvent ce qu'on va faire en tant qu'être humain, c'est qu'on va reconnaître que ces envies-là qu'on a en nous ne sont pas raisonnables parce qu'elles ne font pas partie de cette réalité productive que la société nous a enseigné de devoir avoir. Donc, on va négliger cette facette-là de nous à un point tel qu'à un moment donné, cette facette-là n'existera plus. Et la clé, c'est d'être capable de reconnaître que cette facette-là existe et de reconnaître de quelle façon qu'elle puisse exister dans un monde de production, dans un monde où le seul moyen d'exister, c'est de finalement gagner sa vie. Alors, si on n'a pas besoin de gagner sa vie, c'est plus facile d'exploiter notre bonheur et de pouvoir dire, ben moi, j'ai envie d'être heureux. Donc, comme j'ai une certaine prospérité, ben j'ai plus besoin entre guillemets, de m'obliger à me soumettre à des contraintes. Je peux finalement faire ma vie comme je l'entends, comme je le veux, d'une façon raisonnable, mais je peux le faire. Mais quand on est pris dans les contraintes, le défi est là. Hein, quand il y a des contraintes importantes, ben, on doit être capable de trouver une façon de se dire, ben, moi, je dois être productif, mais en même temps, je dois être heureux. De quelle façon que je peux trouver les deux? C'est le grand dilemme qu'on a tous à trouver en tant qu'être humain. On a tous des potentiels, on a tous des qualités, on a tous des forces, puis on doit arriver à trouver justement de quelle façon que les forces qui sont en nous peuvent nous permettre de nous aligner tout en ayant une connexion avec ce bonheur qu'on a envie d'incarner aussi. Hein, parce que si on ne fait que travailler tout au long de notre vie, ben à la fin de notre vie, ben quelque part on meurt, puis on se dit, ben voilà, j'ai passé ma vie à travailler, ça a été ça ma vie. Alors que des gens vont être plus attentifs à leur bonheur. Puis je pense que le bonheur, ben, c'est essentiel pour arriver justement à favoriser aussi ce qu'on pourrait appeler le potentiel santé, hein, parce que le potentiel santé, il repose sur quoi? Il repose sur l'énergie. L'énergie, qu'est-ce que c'est? C'est l'excitation, c'est le plaisir, c'est la joie de vivre, c'est la passion, c'est l'envie de faire des choses qui nous excitent, qui nous rendent heureuses ou heureux, et qui nous donnent le sentiment quelque part que notre vie a un sens. Alors, si on ne fait que des choses qui ne sont pas associées à ça, bien évidemment, notre feu intérieur s'éteint à un point où on n'arrive pas à le reconnaître. Donc, je ne sais pas si Marie-Passe, j'ai répondu à ta question. Je me suis un petit peu emporté dans la réponse. J'ai peut-être pris d'autres avenues. J'étais moins connecté avec toi, en fait, pour te répondre. Mais je vais entourer de personnes qui ne vont pas bien et j'ai le rôle de m'occuper d'eux. Bon, le rôle, c'est intéressant ce terme-là, le rôle, hein, c'est un peu comme dans une pièce de théâtre, on va dire j'ai un rôle à jouer dans cette pièce de théâtre-là ou j'ai un rôle à jouer dans un film. Alors, la question, évidemment, à se questionner quelque part là-dedans, c'est que oui, ce rôle-là, jusqu'à quel point tu dois le tenir? Première chose, parce qu'évidemment, j'entends bien quelque part qu'il y a des gens qui ne vont pas bien et que tu dois t'occuper d'eux. Bon, qui a décidé que tu devais t'occuper d'eux, premièrement? Est-ce que c'est possible pour toi maintenant de te rappeler que toi aussi, tu as le droit de t'occuper de toi? Hein? Des gens ne vont pas bien, je l'entends bien, mais est-ce que toi, tu as le droit de chercher à être bien tout en étant capable de t'occuper d'eux? Ou est-ce que tu es obligé d'être mal parce qu'eux ne vont pas bien? Ou est-ce que tu es obligé à quelque part de te perdre dans les autres parce qu'eux ne vont pas bien? Alors, c'est des questions quelque part qui nous ramènent finalement à cette notion de verticalité dont j'ai déjà parlé. La verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai d'assumer et d'incarner qui je suis. Donc, quand on joue un rôle, on n'est pas en train d'assumer qu'est-ce qu'on est. On est en train d'adopter un rôle pour répondre à des demandes extérieures. Ces demandes-là extérieures, est-ce qu'elles sont justes? Parce qu'elles peuvent être justes. Parce que moi, je peux dire, ben oui, je me sens responsable d'eux parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi et je n'ai pas envie de les laisser tomber. OK, c'est parfait. Ça, c'est une position où on assume quelque chose. Et si on l'assume, on n'est pas obligé de se perdre dans les autres non plus. Parce que quand tu me parles de la façon que je te ressens à ce niveau-là, c'est que toi, tu t'es perdu. Tu t'es perdu parce que tu as eu l'impression qu'il te fallait te donner à ces gens-là. Et c'est là, quelque part, qu'on tombe on perd la position de verticalité. Tu sais, qu'on dit tomber amoureux. C'est tomber dans cette position du rôle. Le rôle, c'est je dois aider ces gens-là, donc je tombe. Je tombe pourquoi? Parce que je m'oublie, parce que je me perds dans les autres. Je me donne aux autres à un point tel qu'eux, à quelque part, vont me prendre, puis ils vont m'exploiter. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce que je me suis donné à eux. Alors, comme ils en ont besoin, ben, ils vont prendre le plus possible de ce que je vais leur donner, sans limite. Si moi, je leur donne pas de limite, ils vont tout prendre, possiblement. Il faut se rappeler là, que quand des gens sont dans le besoin, moi, je me rappelle quand les gens sont malades,
et qu'on va faire un soin énergétique à une personne qui est très malade, j'entends une personne très, très malade. Mais évidemment, c'est régulier. J'ai vu ça souvent, des gens qui vont se dire, bon, ben, je me suis fait happer. Cette personne était tellement dans le besoin que quand j'étais la voir, je suis sorti de là, j'étais épuisé. Pourquoi j'étais épuisé? Mais parce que la personne, c'est pas parce elle voulait me prendre tout, c'est qu'elle était tellement dans un besoin qu'évidemment, elle a pu me prendre beaucoup. Puis moi, mais quelque part, j'étais tellement dans une volonté de l'aider que je me suis fait happer. Elle m'a pris à quelque part ce que j'avais comme énergie. Et c'est pour ça que la partie d'enracinement est si importante quand on voit des gens qui sont très malades. Hein. La partie d'enracinement nous rappelle quoi? Ben, nous rappelle que la position de verticalité, c'est une position où l'énergie de la Terre et du ciel circule à travers moi. Ça veut dire que si je vais avoir quelqu'un qui est dans un besoin, mais si je me suis bien enraciné, je ne risque pas quelque part de me faire bouffer par la personne parce que je vais être capable de me régénérer par la présence de la Terre et du ciel. Donc, quand des gens ne vont pas bien, ils sont dans un état d'urgence, ils ont un état de demande, et ces demandes-là ne sont pas raisonnables. Parce que s'ils sont vraiment pas bien, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est d'une certaine façon qu'on soit là en train de les sauver, ou qu'on soit capable de les tenir vivants, ou qu'on soit capable de les soutenir. Et c'est là, quelque part, qu'il y a de l'excès. Et cet excès-là, évidemment, si moi, je veux vraiment beaucoup les aider, ben, je tombe dans le piège de l'excès aussi. Donc, on tombe dans une situation qui n'est plus humainement viable parce qu'on devient quelque part dans cette idée de tomber envers l'autre. Alors, l'autre est déjà par terre, nous, on tombe avec lui. On n'est pas en train de l'aider, la personne. On est juste en train d'essayer de la sauver. Et la sauver, ça veut donc dire que si la personne ne peut pas être sauvée, ben, on essaie de la sauver avec toute notre énergie, puis à un moment donné, on ne sera plus capable, puis on va tomber avec elle. Donc, on n'est pas dans une position vraiment constructive, là. C'est pour ça que c'est important de se rappeler quelque part qu'on est tous des êtres humains on a des belles intentions en tant qu'être humain, c'est important. Par exemple, de Marie qui dit « Je veux aider des gens qui sont dans le besoin », c'est humain, c'est beau d'entendre une phrase comme celle-là. Je pense que c'est essentiel qu'entre êtres humains, on puisse s'aider. Maintenant, si nous, on se néglige parce qu'on veut aider d'autres êtres humains, ben, on a une responsabilité qu'on se crée envers soi-même, où on se dit, ben moi, je suis pas important et eux, ils sont plus que moi. Et si je suis pas heureux à cause de ça, ben je suis responsable du fait que je ne sois pas heureux, parce que ça veut donc dire que je me suis obligé de faire quelque chose avec lequel je ne me sentais pas, qui dépasse mes capacités. On n'est pas gagnant du tout là-dedans. Là. Donc, je pense que c'est important, évidemment, de comprendre que si on veut aider des gens, ben, on doit leur faire comprendre quelque part qu'on a des capacités, puis qu'on a des limites, puis qu'on est bien prêt à les aider, mais en étant dans un cadre qui va nous apparaître important. Surtout que dans ton cas, Marie-France, tu parles de plusieurs personnes. Déjà, une personne qui va pas bien et qu'on doit aider est déjà une tâche en soi. Quand on a plusieurs personnes, ben là, on comprend quelque part qu'on est dans une position où on est un peu dans une vision, dans un rôle un petit peu herculéen, c'est-à-dire qu'on doit gérer plusieurs situations où les gens sont inconfortables, qui sont dans le monde, dans le besoin. Là, on devient quelque part carrément, on peut vraiment se faire happer par tout ça. Là. Donc, je pense que c'est important de se rappeler, ça, c'est la position de verticalité. La position de verticalité, c'est j'ai des limites et je reconnais mes capacités. C'est un peu comme un guérisseur ou un soignant qui a une clientèle importante. Mais le danger de la clientèle importante, c'est quoi? C'est que cette personne-là soit tellement envahie par la clientèle qu'elle ne soit plus capable de répondre à ses propres besoins, elle, dans le sens de prendre soin d'elle. Elle va tellement, tellement, tellement se donner aux autres qu'elle va, quelque part, se négliger et s'oublier. Et je pense que quand on dit cette idée que la pratique de la pleine conscience intuitive s'applique vers soi, c'est que ça nous rappelle simplement que nous, en tant qu'êtres humains, on a le devoir de prendre soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de thérapeute ou d'intervenant dans notre vie. Ça veut donc dire qu'on est capable, on doit être conscient qu'on a une responsabilité à être bien avec nous-mêmes et que si je suis bien avec moi-même, ben, je vais être capable de mieux aider ma clientèle. Donc, je dois apprendre à reconnaître que j'ai des limites dans ma capacité de les aider et que je dois me protéger dans cette volonté que j'ai de les aider. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer une relation plus saine dans notre relation avec la vie, parce que l'objectif n'est pas de sauver l'univers. Hein. Quand je dis que je suis un guérisseur ou un soignant, ben, mon devoir n'est pas de sauver l'humanité. Mon devoir, c'est de reconnaître que j'ai un rôle de soignant et que ce rôle de soignant peut m'amener à aider des personnes qui sont dans le besoin. Et que les personnes que je peux aider, ben, elles sont à l'intérieur de mes limites, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas prendre plus qu'un certain nombre de personnes sans ne pas me respecter. Donc, je suis obligé à quelque part d'apprendre à gérer cette position-là pour être capable, effectivement, de me régénérer. Hein, parce que si moi, je ne me régénère pas, ben, à un moment donné, c'est moi qui vais tomber.
Donc, vous voyez qu'il y a toute cette question, quelque part, de reconnaître finalement cette position d'alignement où je dis j'existe et j'incarne qui je suis, et la position de demande. Hein, un soignant pourrait dire, ben moi, je m'incarne, je fais ce que j'aime, je suis complètement en harmonie avec moi, mais je me fais happer par ma clientèle. Donc, je suis plus en harmonie avec moi à ce moment-là. Donc, cette personne n'est plus en harmonie avec elle-même. Elle se retrouve dans une position où elle est tombée, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a plein de pièges. C'est pour ça que la spiritualité, quand on parle d'éveil spirituel, comme on l'a vu au tout début, eh bien, c'est toujours dangereux. Parce que quelqu'un qui se dit éveillé, quelque part, c'est quelqu'un, finalement, qui est dans une forme de fragilité. Parce que dès qu'on est un être éveillé, ben, il y a plein de monde qui vont venir vers nous. Et les gens qui vont venir vers nous, ben, ils sont en demande. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce monde-là? Alors, c'est toujours ça, quelque part, cette position d'équilibre entre ma capacité à m'assumer puis ma capacité à échanger. Et de quelle façon que je vais échanger avec mon entourage pour que moi, je m'assume et j'incarne ma lumière, j'incarne qui je suis, que je ne suis pas happé par l'extérieur. Et ça demande beaucoup de force parce que ça demande une position de verticalité. Donc, quelqu'un vient frapper à la porte en me disant j'ai besoin d'aide. Ben, moi, quelque part, si je reconnais que l'aide que cette personne me demande, que je peux lui apporter qu'une certaine partie, ça demande de la force que je sois capable de lui dire ben oui, je vais pouvoir t'aider, mais jusqu'à tel point. Parce que je ne pourrais pas le faire plus que ça me mettrait dans une position où moi, je serais pénalisé. Donc, moi, je veux bien t'aider, mais à l'intérieur d'un cadre limité. Alors, c'est donc dire que moi, je t'invite peut-être à aller voir d'autres gens qui pourraient t'aider, etc., pour pouvoir avoir une aide plus complète. Alors, ça peut paraître un peu égoïste quand on parle comme ça, mais en même temps, on doit bien comprendre une chose, c'est que l'égoïsme, c'est très, très humain. Puis que dans la société dans laquelle on se trouve, il y a des gens, quelque part, à qui on va leur dire, bon, est-ce que tu peux aider telle personne? Ils vont toujours te dire non. Puis alors qu'ils ont du temps. Alors que d'autres gens, on va dire, est-ce que tu pourrais aider telle personne? Oui, oui, je peux l'aider. Mais en même temps, cette personne-là, elle est surbookée. Et par contre, c'est naturel pour elle d'aider tout le monde. Alors que l'autre personne, c'est pas naturel pour elle d'aider tout le monde. Alors, vous voyez que cette idée, quelque part, de reconnaître cette réalité-là nous ramène à cette notion d'égoïsme. L'égoïsme, il est une force essentielle pour l'être humain, mais en même temps, l'égoïsme ne veut pas dire quelque part se renfermer sur soi. L'égoïsme, c'est de reconnaître que moi, j'ai envie d'aider des gens, mais j'ai envie quelque part de penser à moi. Et c'est ça l'équilibre qu'on doit tous avoir en tête en tant qu'être humain. Puis, si vous regardez l'être humain, comment il fonctionne, dans l'état de l'hyperactivité et l'hypoactivité, c'est les deux grandes classes humaines. L'hypoactivité, c'est les gens qui prennent, puis l'hyperactivité, c'est les gens qui donnent. Donc, l'hyperactivité, c'est les gens qui ont beaucoup d'énergie, qui ont envie donc d'aller vers l'extérieur, puis qui vont avoir tendance à se donner beaucoup parce que justement, ils ont une certaine force énergétique. Puis, évidemment, il y a d'autres gens qui sont plus dans l'hypoactivité, qui vont être davantage donc dans je garde parce que je ne veux pas rien donner, parce que je n'ai pas assez d'énergie en moi pour la donner. Alors, vous voyez, ça, c'est les deux extrêmes qu'on va rencontrer chez l'être humain. Et c'est important, évidemment, donc de reconnaître que ces deux extrêmes-là, ben, il y a une voie d'équilibre entre les deux extrêmes. Hein, je ne donne pas tout, mais je ne prends pas tout. Donc, je trouve la position d'équilibre et c'est ça qu'on doit tous viser en tant qu'être humain. Il y a Marie qui me dit comment travailler ça avec la PCI. Donc, évidemment, le thème dont tu parles, il y a plusieurs façons d'aborder le thème. On va le regarder ensemble. Première chose, c'est la relation que tu as avec ces personnes-là. Premièrement, tu pourrais évaluer la relation que tu as avec ces personnes-là. Chaque personne qui te demande de l'aide, d'évaluer ta relation avec eux pour commencer à apprendre de quelle façon que tu peux mieux les accueillir, ces gens-là. Alors, c'est un peu la technique de réunification, par exemple, qu'on retrouve dans l'atelier d'introduction, pourrait être une façon de travailler avec ça, ou tu pourrais simplement apprendre à te réunifier à chacune de ces personnes-là pour mieux comprendre ce qu'elle vit, mieux comprendre ce qu'elle est, puis mieux comprendre ce que toi tu es aussi. Hein. Quand on fait la technique de réunification, on n'est pas en train de se donner carrément à la personne. On est en train d'apprendre justement à reconnaître la personne en question et d'apprendre justement à reconnaître les besoins qui peuvent être en elle. Et parce qu'on cerne mieux ça, bon, on est en mesure de mieux évaluer ce qu'on peut apporter à ces gens-là. Donc, ça peut être une façon de procéder ça. La deuxième chose qui peut être faite, c'est évidemment sur la partie de toi qui joue un rôle. Hein, tantôt, tu l'as dit, Marie, j'ai le rôle de devoir aider toutes ces personnes-là. Ben, cette personne-là qui joue un rôle, ben, tu pourrais travailler avec elle. Hein. La fameuse Maria qui veut aider tout le monde, Marie qui veut aider tout le monde, ben, à quoi elle ressemble, cette Marie-là, puis pourquoi elle veut aider tout le monde. Donc ça serait une façon de travailler. Sans doute, la meilleure façon pour toi, ça serait de travailler avec celle-là pour commencer. Puis ensuite, tu pourrais aussi aller voir cette fameuse Marie, la nouvelle Marie que tu as reconnue après avoir fait ce travail-là sur la Marie qui donne trop, qui veut trop aider.
d'apprendre justement à incarner la Marie qui veut justement se comporter d'une façon plus juste avec elle-même et d'évaluer de quelle façon qu'elle pourrait se mettre en relation avec les personnes qui sont en besoin, qui sont en toi, en reconnaissant que toi, tu es prête à les aider, en accord avec ce que tu auras reconnu en toi comme étant juste. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, comme dans toi, tu as besoin de solitude, puis tu as besoin de temps pour toi. Tu ne peux pas te donner carrément avec toutes les personnes qui te demandent de l'aide. Donc, tu vas devoir apprendre à dire, ben voilà, admettons qu'il y a 4 personnes qui ont besoin d'aide, ben tu vas devoir effectivement dire, ben voilà, moi, ce que je peux faire pour chacune de ces personnes-là, c'est telle chose. Je ne peux pas en faire plus. Donc, si vous avez des besoins d'aide à d'autres niveaux, ben, peut-être qu'on peut trouver d'autres ressources qui pourront vous aider. Et c'est ça, quelque part, qui nous amène justement à être capable de gérer en quelque sorte la situation pour ne pas se laisser bouffer par celle-ci à ce moment-là. C'est certain qu'en faisant ça, ben, on porte le poids, évidemment, de celles qui ne répondent pas complètement et totalement aux demandes de ces personnes-là. Mais ça, il faut apprendre aussi à assumer quelque part ce que l'on est en tant qu'être humain. Ça fait partie à quelque part de cette position de verticalité dont j'avais parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Marie-Passe, à ce sujet-là. C'est 2 grands thèmes certainement sur lesquels tu pourrais travailler. Puis c'est certain que dans ces 2 grands thèmes-là, ben, tu découvrirais probablement plein de choses possibles qui viendraient comme enrichir ta compréhension de toi-même et de quelle façon que tu pourrais apprendre à travailler sur toi. L'autre aspect que j'ai pas travaillé, dont je ne vais pas parler avec les états de conscience, qui aurait peut-être un autre aspect que tu aurais pu travailler, Marie, c'est de travailler sur l'aspect de toi, la Marie à quelque part qui est libre. La Marie qui est libre de pouvoir penser à elle et de faire ce qu'elle veut. Alors, cette Marie-là, quelque part, elle n'est pas du tout dans l'obligation d'aider les autres. Elle est dans la liberté. Alors, tu pourrais travailler avec cette facette-là de toi pour apprendre à entendre qu'est-ce qu'elle a à dire et puis apprendre effectivement à collaborer avec elle d'une façon plus importante. Tout comme quand on revient avec l'exemple d'arrêter de fumer ou la relation avec l'argent, ben, on peut travailler sur l'expression équilibrée qu'on souhaite atteindre. Hein, par exemple, on veut se voir, on veut travailler sur l'aspect de nous qui ne fume plus, mais qui est en harmonie avec elle-même et qui fait des choses en accord avec elle. Ben, on peut apprendre aussi à travailler avec ces aspects-là de nous qui sont comme des potentiels évolutifs qui sont en nous, puis qu'on peut apprendre justement à cultiver pour aider effectivement l'émergence des nouveaux comportements que l'on souhaiterait manifester dans notre vie. Donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant également à faire aussi par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant avant qu'on termine? Moi, j'ai une question. Oui, Marie, vas-y. Suzanne. Ah, Suzanne, excuse-moi, je regardais pas au bon endroit. OK. Oh, ça peut être Marie-Suzanne. On a toutes Marie à quelque part dans nos noms, fait que ça peut être Marie-Suzanne. Je fais quasiment tous les jours mon enracinement. Et puis, mon mental, il est assez là, mon mental, dans le sens que, oups, je perds. J'y vais avec toi là, dans l'enracinement qu'on a eu dans les rencontres. Et puis, bon, et puis, pars. Non, ramène-toi, là, tu sais, je veux dire. Puis, j'ai de la misère à être du début à la fin vraiment présente, si tu veux. Et j'ai réalisé que je m'étais donné un but en en étant avec vous, quoi, en prenant ces conférences-là, tout ça, que je me limitais finalement. Dans le sens que je m'étais un but de vouloir à tout prix, donc ça dit beaucoup, augmenter mon champ vibratoire, augmenter mon intuition, augmenter, donc je réalise ça, là, que finalement, j'arrive pas aussi vite que je voudrais, puis bon, et puis je suis là. Et puis là, je le réalise, là, sur le moment, je me dis, calme-toi, continue, c'est comme l'entraînement de quand tu fais de l'exercice, tu connais c'est quoi et tout, puis là, ben, je me parle. Ben, c'est la Suzanne, là, c'est la Suzanne-là, tu sais, qui est là, puis qui veut à tout prix, puis qui, bon, non, c'est pas nécessairement comme ça que ça marche, là, tu sais. Je me parle, tu sais, mais bon, voilà. Mais tu sais, quand tu dis elle veut à tout prix,
la première question qu'on pourrait lui demander, c'est pourquoi? Ben, c'est que je trouve ça fascinant, là, pourquoi, ben, je veux à tout prix, dans le sens que j'aimerais ça être un peu, arriver un peu plus vite à sentir, à ressentir davantage mon intuition. Tu sais, cet univers-là, c'est fascinant, tout ce que je lis, tout ce qui fait vibrer, tout ce qui... quand, j'ai déjà eu des cadeaux de l'univers que j'ai dit, wow, tu sais, j'ai pas demandé, ben, j'ai peut-être demandé, mais tu sais, ça a répondu de façon intéressante. Fait que c'est comme si j'étais pas tant dans la tête quand c'est arrivé ces cadeaux-là. Là, tu sais, fait que je me suis dit, bon, ben c'est comme, mais pourquoi? Ben, c'est ça. Mais parce qu'en fin de compte, tu vois, quand je te dis le pourquoi, c'est parce que, tu sais, quand on dit j'aimerais ça finalement être éveillé, par exemple, donner un exemple. OK, mais pourquoi tu vas être éveillé? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce que le questionnement qu'on pose comme ça nous amène à identifier quelque part ce que notre cerveau lui a compris de ça. C'est-à-dire que moi, quand je dis je veux être ça, mais peut-être que dans ma tête à moi, j'ai fait des ramifications nerveuses, des connexions neuronales dans mon cerveau qui m'amènent à croire que, par exemple, je donne un exemple, être intuitif, bonheur, réalisation, harmonie, tu vois, comme ça nous amène à comprendre quelque part, à mieux comprendre finalement ce que l'on vise derrière ça. Tu vois? Parce que des fois, on dit, j'aimerais ça être un intuitif, mais finalement, pourquoi je veux être un intuitif? Mais est-ce que je vais être heureux? Mais pourquoi tu vas être heureux? Mais parce que, quelque part, le bonheur va me permettre, moi, justement, d'avoir le sentiment, quelque part, d'être tout le temps dans une forme d'harmonie. Donc, l'harmonie, c'est ça l'objectif qu'on vise, finalement. Quand on dit, je voudrais être intuitif, non, je voudrais être en harmonie. En harmonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les jours, de quelle façon que je peux être en harmonie avec moi? C'est-à-dire qu'à tous les jours, tu peux te donner les moyens pour être en harmonie avec toi. Ça veut donc dire que tu ne seras pas nécessairement intuitive à 100%, tu ne seras pas nécessairement tout ce que tu voudrais d'un point de vue abstrait, mais tu vas quand même être de plus en plus en harmonie avec toi tous les jours. Donc, tu obtiendrais tes objectifs régulièrement, puis d'une façon constante et continue à tous les jours. Peut-être pas parfait, mais tu as un sentiment de réalisation qui serait plus élevé, tu vois. Alors que finalement, quand on a cette espèce d'impression d'exigence qui nous pousse, ben, l'exigence, à quelque part, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous met dans un état de tension. Puis toi, tu as besoin de descendre ton énergie, tu n'as pas besoin de la faire monter. Et cette exigence-là que tu as dans toi, elle fait monter ton énergie. Et ça ne contribue pas à te mettre dans une position de réceptivité pour faire un travail intuitif, parce que ça te met dans un état un peu comme quelqu'un qui est engagé trop fortement en quelque chose. Il est tellement engagé, il veut tellement obtenir ses objectifs qu'il ne prend pas le temps d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe en lui véritablement. Tu comprends? Oui, oui, ça me parle vraiment parce que déjà là, si j'enlève ça, je veux dire, je me sens bien, là, tu sais, je veux dire, je suis bien, là, tu sais. J'aurais un petit témoignage à donner pour Marie. Elle en fera ce qu'elle en veut, mais moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Alors, à quelque part, l'important, c'est de se respecter et apprendre à dire non. Et ça, c'est très difficile quand on vient de la religion catholique à dire non. Et moi, il m'est arrivé un événement, je vais le compter, qui n'était pas facile. C'est que au moment où je me séparais, mon conjoint m'apprenait qu'il avait de nouveau un cancer. Puis moi, je lui disais que je m'en allais. Et en dedans de moi, ça l'a crié. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je m'en vais? Parce que j'avais décidé de m'en aller. Et ça me dit, comment je peux l'aider et comment moi d'abord je peux m'aider. Et quand je me suis respectée en disant, je vais d'abord m'aider et je pourrai l'aider. Et pour moi, c'était une très grande guérison d'apprendre à dire non, à me respecter. Et après la tempête et tout, nous sommes revenus de très grands amis. Alors, c'est mettre nos limites, c'était grand, c'était difficile, mais en même temps, c'est grand. Et voilà, Marie, si ça peut t'aider, tant mieux. Mais pour moi, se respecter, dire non des choses, ben,
c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et puis après ça, je sens que je rayonne de plus en plus. Voilà, merci. Merci Sylvain, ça me parle énormément ce que tu me dis. Bon, je vais continuer à être dans la joie. Bonne idée. Mais ça, merci Suzanne. Marie, tu avais quelque chose à nous raconter, je crois. Marie te dit merci Suzanne, si jamais tu ne vois pas. Voilà. Oui, Marie, vas-y. Tu n'as pas le son sur ton... Oui, OK. Ben, moi, c'était par rapport à Suzanne, la première partie qu'elle a parlé. Ça m'a fait penser à ce que moi, j'ai vécu, dans le sens que j'essaie de faire, des images, là, j'appelle ça faire des imageries mentales. Mais c'est une perspective, hein? Tu joues avec la pensée, puis un paquet d'affaires. Ça ne fonctionne pas pour tout de suite. Tu sais, j'ai un petit peu de misère, mais en rêve, ça l'a bougé. Fait que là, quand je me suis réveillée, tout ça, je me suis dit, garde, Maryse, c'est par rapport à ce que Suzanne disait, des fois, le changement, il n'est pas où tu penses, où tu veux l'enligner, tu sais. Puis c'est là que j'ai compris que des fois, tu travailles quelque chose, mais tu vas le savoir pour plus tard, mais il faut toujours, comment que je pourrais dire, ça prend la volonté puis le détachement en même temps. Ça prend l'intention de vouloir aller à quelque part, mais vous parlez d'ego, là, ça prend le lâcher-prise aussi. Sylvain il appelle ça le jeu, peut-être, pour nous aider, mais c'est un ensemble de ces trois choses-là qu'il faut avoir, parce que c'est quand même une perspective à long terme. T'sais, si moi, je veux aller dans l'imagerie, là, ce que quelqu'un a facilement, là, en attendant, je peux voir que ça l'a bougé dans une autre dimension quand même. Donc, je suis réconfortée dans ma vision à long terme. Mais quand je rentre dans le moment présent, c'est bloqué pour l'instant. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est ça que la dame disait, parce que j'avais les oreilles, là. Des fois, il y a un désengagement là, qu'il faut avoir quand même aussi, là. Mais tu peux avoir une vision tu sais, de la chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, mais tu sais, quand tu fais référence à l'image, ce que j'aimerais te dire, c'est que je rappelle en fin de compte que la pratique de la pleine conscience intuitive, ce n'est pas juste des images. Des images, c'est une façon. Mais les sensations, les mots, même le sens gustatif ou l'odorat peuvent être sollicités. Ouais. Donc, quand on apprend à jouer avec tout ça, on se rend bien compte, quelque part, qu'il y a plein de façons d'appréhender notre monde intérieur ou le monde intérieur de l'univers, de la vie. Puis que dans ce sens-là, la pleine conscience intuitive, c'est l'art de jouer avec tout ça, là. C'est donc, si ça ne marche pas avec des images, ça peut fonctionner avec les sensations, avec les mots, avec le sens gustatif, l'odorat. On doit apprendre à jouer avec les sens quand ça augmente simplement, ça amplifie quelque part les chances qu'on ait des réponses intuitives, tu vois. Et c'est sûr que notre désengagement, bien évidemment, ça repose sur la position du témoin. Le témoin, lui, finalement, il est dans une position où il apprend à faire confiance à quelque chose qui est plus grand que lui. Et ce quelque chose qui est plus grand que lui, c'est ça qui va l'amener à lâcher prise, puis à se rendre compte que s'il se laisse aller là-dedans, il va accéder à plein d'informations qui vont l'ouvrir à quelque chose de plus grand que lui. Et c'est ça, quelque part, qui est la clé, là, je dirais, ouais. C'est ça. Toi, dans le fond, tu es comme un artiste, tu nous donnes, comment qu'on appelle ça, avoir le feu sacré de quelque chose. Mais tu ne peux pas savoir c'est quoi tant que tu n'es pas dedans, tu sais. Mais il faut juste que tu t'ouvres à ça. Puis là, après ça, la forme, qu'elle soit verbale ou imagerie, ou même le blocage, le mur va te parler. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est arrivé, c'est que là, j'étais en réceptivité quand même de là. J'ai dit, bon, j'avais fait mon enracinement. Puis là, ben ma forme, mon blocage s'est mis à me parler, tu sais. Comme tu dis, n'importe quoi peut t'informer à un moment donné. C'est pour ça que je demandais la question du personnage tantôt, là, parce qu'il peut se présenter, lui, naturellement. Là, ben là, Maryse, pourquoi tu bloques là, tu sais? Là, il s'est présenté là, tu sais. Là, puis après ça, c'était mes jambes qui se sont mis à me parler. Là, j'ai fait un lien. Mais déjà, quand tu es dans l'ouverture, toi, tu nous donnes j'essaie de chercher le mot, là. Une méthode, non? Non, tu sais, quelqu'un, un artiste, qu'est-ce que ça fait un artiste quand on l'écoute? Ça nous... Inspire. Ça nous inspire. Je cherchais le mot. Il faut se laisser inspirer, mais tu sais, lui, il a la technique, mais c'est pas important le but que je voulais dire à Suzanne. Tu t'es laissé inspirer, donc tu t'ouvres.
Puis là, en t'ouvrant, ta forme ou ce que lui, il parle, l'objectif que tu veux atteindre, lui, il va venir vers toi. Pas de la façon que tu penses, mais juste en t'ouvrant, en te laissant inspirer par les techniques, n'importe laquelle, elle va venir. Moi, souvent, c'est la technique, elle va se présenter. Parce que moi, j'ai de la facilité avec le verbe. Toi, tu appelles ça l'auditif. Quand je bloque, ça l'embarque. Mais sais-tu pourquoi ça l'embarque? Parce que j'ai la tête de cochon d'avoir une certaine image. Mais là, elle va m'expliquer, tu ne peux pas l'avoir pour telle raison. Le mur va me parler, tu sais. Fait que c'est juste l'ouverture, parce que là, je dis ça à quelqu'un, il va dire, là, Maryse, franchement, tu sais. Mais juste le mouvement que tu fais avec toi-même, là, mes jambes, je l'ai écouté, puis elle m'a dit, merci, j'ai été reçue, tu sais. Puis là, j'ai dit, là, j'ai appris quelque chose de mes jambes, mais elle voulait juste être reçue, parce que ta forme physique, elle veut être reçue aussi. Puis on en souffre. Mais on est en dehors, mais elle est à part aussi. Fait que tu pourrais y parler à la Suzanne qui veut aller à quelque part. Peut-être que ta forme, elle ne veut pas à la même place que toi. Puis pourquoi, tu sais? Mais tu vois, la forme dont tu parles, quelque part, elle a plusieurs couleurs, comme tu disais, plusieurs chapeaux. Oui, exact. On pense au cerveau reptilien, pas au cerveau reptilien, mais au cerveau du ventre. Le cerveau du ventre, lui, il nous connecte avec tout ce qui a été vécu, dont notre cerveau n'a pas enregistré comme tel. Donc, c'est sûr que quand on fait un voyage dans notre monde intérieur, on accède à des informations qui émergent, qui remontent progressivement de notre passé, puis par couches. Donc, plus on travaille sur soi, plus les couches, on les enlève, puis plus les couches sont enlevées, mais plus on arrive à toucher justement l'essence de qui on est vraiment. Tu vois, c'est ça la foi. La foi, c'est quand on touche cette véritable vérité intérieure, on arrive à reconnaître qui on est, puis c'est là qu'on se permet d'oser être qui on est, mais que tout ça, finalement, ça se fait à travers un processus, tu vois. Puis le processus, notre rôle à nous là-dedans, c'est de s'accompagner par la pratique de la pleine conscience intuitive. On peut s'accompagner pour apprendre justement à se connecter avec cette source lumineuse qui devient de plus en plus limpide et qui nous amène à avoir de plus en plus clair en soi, tu vois. Mais c'est tout un processus, finalement, qui implique justement l'accompagnement. L'accompagnement, c'est ce qu'on n'a pas tendance à faire en tant qu'humain, parce qu'on se laisse tomber très fréquemment. Puis l'intuition, la plus belle chose que l'intuition nous montre, c'est l'amitié. On parle de l'amitié avec les êtres humains, mais l'intuition, c'est un ami qu'on a pour la vie. Et cet ami-là, quelque part, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Puis nous, on doit avoir l'humilité de le reconnaître puis de dire, oui, tu es là. Tu vas enseigner, tu vas me dire qui je suis. Plutôt que moi, je me dis, mais je sais qui je suis, non, que j'accepte avec humilité que l'intuition soit capable de m'amener dans sa voie, dans son chemin, qui va me révéler des choses que je ne connais pas de moi-même. Alors, c'est là que l'amitié, quelque part, devient riche parce que l'amitié nous montre finalement une autre façon d'appréhender notre monde intérieur. Et c'est ça, la pratique de la pleine conscience intuitive vers soi, c'est la difficulté, c'est qu'on doit accepter que ce monde-là est un monde qui nous permet d'appréhender notre réalité intérieure différemment que celle que l'on ferait normalement si on y allait avec notre raison, par exemple, tu vois. Et c'est ça qui est la beauté de ce type de pratique-là, je dirais, c'est de retrouver notre fréquence fondamentale. Puis pour ça, il faut arriver à se sortir un petit peu de toutes les perturbations qui sont en nous pour être capable d'être à l'écoute du fondamental, justement. Et ça demande donc un travail ça nous demande de rééduquer notre inconscient pour être capable de trouver cette fréquence-là, pour être capable de l'entendre plus clairement à ce moment-là. Voilà. C'est bon? OK. Donc, je ne sais pas s'il y aurait d'autres commentaires avant qu'on termine. On a fait un bon tour d'horizon, je pense. Alors, moi, j'ai enregistré l'enregistrement. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement. Puis, ceux qui sont intéressés pourront aussi bénéficier des enregistrements des conférences 1 et 2 que j'ai fait récemment, que je vais vous envoyer dans le lien, que j'ai envoyé à tout le monde dans le mailing list. Donc, vous allez recevoir aussi accès à ça si vous êtes intéressés. Vous savez peut-être, à titre d'information, que moi, je vais donc... je donne une série de conférences. J'en ai une autre, une troisième mardi prochain. Et après ça, il y a donc un week-end en ligne qui aura lieu donc le 9 et 10 avril, qui est donc samedi et dimanche prochain. Puis, il va y avoir ensuite à ça également donc le lancement de la formation sur la spirale évolutive, qui est la première spécialisation de la formation professionnelle qui va avoir lieu, donc qui va suivre ça. Alors, pour ceux qui sont intéressés, il y a la formule que j'ai en collaboration avec Jean Rivet, que je vais annoncer aussi bientôt, dans lequel il y a donc une série d'enseignements en ligne et des enseignements présentiels. Les enseignements présentiels pour l'Europe vont avoir lieu à Bulle en Suisse.
avec des dates qui vont vous être données très bientôt. Et puis, il va y avoir également des enseignements pour le Québec également qui vont être proposés, qui vont venir dans la foulée très bientôt également. Vous allez recevoir ça dans les mails que je vais vous envoyer très bientôt. Des consultations en privé, oui, j'en fais, évidemment. Quand c'est comme là, tu es à Québec, moi, je suis plus à Sainte-Adèle. Donc, tu peux téléphoner avec moi, puis je peux te dire qu'est-ce qui est possible, mais ça peut se faire à distance, par Skype, par Zoom, par WhatsApp, tout ce qu'on veut. Donc, si ça vous intéresse, vous avez simplement à communiquer avec moi par rapport à ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Donc, toutes les informations que je viens de vous donner, vous allez recevoir très bientôt un genre de petit rappel de tout ça dans les prochains jours. Donc, voilà. Mon numéro de téléphone, mais écoute. Donc, il n'y a pas d'autres questions qui me sont posées. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et puis, évidemment, vous allez recevoir donc un mail avec l'enregistrement du webinaire si vous êtes intéressé à le revoir, et également sur les enregistrements des conférences, puis les propositions d'enseignement vont venir avec ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez communiquer avec moi à ce moment-là. D'accord? Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une belle fin de journée à chacun d'entre vous. Au revoir. Merci, Sylvain. Bienvenue. Au revoir.